Je suis magicien. Depuis que je suis enfant et que j'ai vu mon premier spectacle de magie, je rêve d'être celui qui fait le show et qui épate la foule avec mes tours. Alors, comprenez-moi, je ne veux pas partager tous les tours existants et ruiner la carrière de mes amis magiciens. Mais, pour être honnête, les tours de magie sont en fait une farce. Mais ce n'est pas ce qui m'intéresse ici. J'ai récemment fait un tour du monde, en faisant des tours dans la rue pour gagner de l'argent pour pouvoir continuer mon voyage. L'histoire que je vais vous partager se passe en France. Un matin, je faisais un tour de magie simple pour des enfants devant le Louvre. Puis, sortie de nulle part, la plus belle fille que j'ai vue de ma vie. Et à Paris, la ville la plus romantique du monde. Je ne pouvais détacher mes yeux d'elle, alors j'ai rapidement abandonné le tour que je faisais pour les enfants et je suis allé la voir pour essayer de l'impressionner. J'ai fait le tour classique d'allumer mon briquet et de faire apparaître une rose. Ça marche toujours avec les filles, et cette fois encore. Elle a rougi quand je lui ai tendu la rose, puis ensuite elle a voulu me donner un pourboire. Je l'ai arrêtée en disant « Ton sourire me suffit, demoiselle ». Soudainement, elle m'a regardé l'air interloqué en entendant mon accent. Il se trouve qu'elle aussi était américaine. Elle s'est présentée en disant qu'elle s'appelait Annabelle, et on a fini par discuter toute la matinée. Ça peut paraître cliché, mais j'étais vraiment en train de tomber amoureux d'elle. Elle était si drôle et adorable. J'ai décidé à partir de ce moment-là de la suivre partout où elle allait. Je ne voulais plus parcourir le monde sans Annabelle à mes côtés. Mais rapidement, ce rêve fut brisé. Un homme gros et chauve est venu vers Annabelle et lui a demandé à quoi elle jouait. Annabelle avait l'air très embarrassée et m'a présenté cet homme gros comme étant son mari, Robert. Je n'y croyais pas. Ils étaient en lune de miel et elle m'a présenté à son mari comme étant magicien de rue. Était-ce tout ce que j'étais pour elle? Juste un naze artiste de rue? Je l'ai interrompu en disant qu'en fait je faisais un spectacle le soir même dans un endroit très connu. Je leur ai dit de venir y assister, puis je suis parti, honteux. Comment avais-je pu tomber aussi facilement amoureux d'une femme mariée? Et pourquoi flirtait-elle avec moi aussi ouvertement? Je ne pouvais pas m'empêcher de passer en revue tous les signaux qu'elle m'avait envoyés, mais il fallait que je l'oublie pour continuer mon voyage. Ce soir-là, j'ai fait mon spectacle sur la place de la Concorde, et j'ai vu Annabelle et Robert dans le public. Quand j'ai croisé son regard, elle m'a regardé avec des yeux de chien battu et je me suis senti perplexe. Près de la fin de mon spectacle, j'ai vu Robert partir. Alors, j'ai rapidement terminé et j'ai saisi l'opportunité de courir vers elle pour lui parler. J'allais lui demander si elle avait apprécié mon spectacle, mais soudainement, elle a fondu en larmes en me demandant de l'aider. Elle m'a ensuite dit qu'elle n'était pas amoureuse de Robert. Elle avait été forcée à l'épouser car ses parents avaient une grosse dette envers lui. Je n'y croyais pas. Elle a dit que Robert l'aimait vraiment, mais qu'il était assez violent et colérique et qu'elle ne le supportait pas. Quand elle m'avait rencontré plus tôt ce jour-là, elle avait eu le coup de foudre pour moi et voulait seulement être avec moi. J'étais vraiment désolé pour elle à ce moment-là, mais je ne voulais pas flirter avec une femme mariée. Annabelle voyait que j'étais hésitant, et elle a même dit que si ce n'était pas réciproque, je pouvais peut-être utiliser mes pouvoirs magiques pour l'aider. Puis soudainement, elle a dit que si je l'aidais à disparaître, elle me donnerait la moitié de sa fortune. Robert était très riche, il lui avait donné une tonne d'argent et de diamants. À ce moment-là, je ne pouvais pas dire non. Premièrement, parce que j'aimais vraiment Annabelle, et deuxièmement, parce que je serais riche. Finalement, Robert est revenu et n'était pas content de nous voir discuter. Annabelle l'a convaincu de la laisser participer au prochain spectacle avant qu'il s'envole pour l'Italie. Et donc, pendant les 3 jours suivants, j'ai fabriqué cette boîte magique, avec une trappe au sol qui conduisait sous la scène. Notre plan était qu'Annabelle entrerait d'abord dans la boîte, puis elle aurait disparu quand j'ouvrirais la porte, alors qu'en fait, elle aura une télécommande secrète pour ouvrir et fermer le fond de la boîte pour pouvoir s'enfuir toute seule. Puis Annabelle aurait disparu. Je demanderai à son mari sa valise, qui serait remplie d'argent et de bijoux, et je ferai semblant de faire un deuxième essai. Ils emporteront sûrement toutes leurs affaires ici, car ils ont un vol pour l'Italie juste après le spectacle. Bien sûr, la valise irait dans la boîte magique, et Annabelle la ferait disparaître aussi. Et au final, je monterai dans la boîte pour essayer à mon tour. Puis Annabelle et moi nous enfuirions avec la valise, et en louant une voiture, on foncerait à l'aéroport. Enfin, en quoi cela pouvait-il mal se passer ? La nuit de notre spectacle officiel arriva, et tout s'est très bien passé. Du moins, jusqu'à ce que j'entre dans la boîte. J'ai appuyé sur la télécommande, mais la porte secrète sous mes pieds ne s'est pas ouverte. Elle semblait bloquée. J'ai essayé de faire signe à Annabelle que j'étais bloqué, mais il n'y avait pas de réponse en dessous. Où était-elle? La foule était entièrement silencieuse et c'était un moment très gênant. J'ai allumé la lampe de mon téléphone pour essayer de trouver le bouton de sortie d'urgence. Et c'est là que je l'ai vu. Un bout de papier avec écrit « Merci, idiot ». Elle m'avait véritablement piégé. Comment avait-elle pu? Soudainement, la porte de la boîte s'est ouverte et Robert était là.
Il m'a demandé où était Annabelle et la valise et je lui ai dit qu'elles étaient sous la scène et qu'elles étaient sorties par une trappe secrète. On a couru la chercher, mais elle n'était plus là. La foule était perplexe et Robert était furieux. Il s'est mis à crier qu'il n'aurait jamais dû laisser ce petit démon sans surveillance. Pendant qu'il la cherchait en criant, je suis rapidement passé à côté de la foule pour me dépêcher d'aller à l'aéroport. J'avais peut-être encore une chance. Annabelle avait pris des billets pour qu'on aille en Chine, et je pensais que je pourrais au moins me servir de mon billet et partir seul. Quand je suis allé à l'enregistrement, l'hôtesse a regardé mes informations de vol en me disant qu'elles étaient fausses. Le vol n'existait pas. Annabelle était vraiment diabolique. Je ne sais toujours pas où Annabelle se trouve et pour être honnête, je m'en fiche. Elle est folle, elle m'a vraiment bien eu. Et maintenant, je ne sais pas si je pourrais continuer à faire de la magie. Ça me ferait trop penser à elle. L'été avant de devoir rentrer à la fac, j'ai fait du secrétariat chez un mécanicien. Un des mécaniciens, qui s'appelait Georges, a commencé à me draguer presque immédiatement. Et après 2 jours de travail, il m'avait déjà proposé qu'on se voie. Au final, ce fut un coup de foudre. Il me faisait voir la vie en rose. Je l'ai présenté à tous mes amis, et tout le monde l'adorait. Puis un malheur est arrivé. Un soir, il m'a appelé pour me dire qu'il avait eu un accident, et que son bras était cassé. Il a dit qu'il ne pourrait pas travailler pendant un moment, et il ne savait pas comment il allait payer son loyer. J'ai proposé de l'aider en lui disant que je lui donnerais 1 000 $. J'avais vraiment besoin de cet argent pour ma première année de fac. Mais je savais qu'il me rembourserait. Et il l'a fait. La semaine suivante, il m'a donné 200 $. Puis je lui ai demandé quand il pouvait me donner le reste. Et c'est là que ça a commencé à déraper. Il ne m'a pas répondu. J'ai essayé de l'appeler, mais soudainement il n'était plus du tout joignable. J'ai appelé son coloc. Il a dit que Georges était parti. Il avait tout pris. Son lit, ses meubles. Il n'y avait plus rien. J'ai commencé à paniquer. Où était-il parti? J'ai contacté tous ceux que je pouvais pour leur demander. Et un mec a raccroché quand j'ai prononcé le nom de Georges. Puis il m'a envoyé un message en disant que Georges lui devait beaucoup d'argent et qu'il ne voulait pas entendre parler de lui, sauf si c'était pour dire qu'il allait le rembourser. J'étais tellement choquée. Et s'il lui était arrivé quelque chose? Puis quelques jours plus tard, un de ses amis m'a appelé et m'a dit que Georges était un peu en dépression et qu'il faisait une retraite méditative de silence pour essayer de faire le vide. Ok, ça faisait sens. Enfin, il aimait bien méditer. Puis un soir, on frappa à ma porte. Il était tard et je priais pour que ce soit Georges. Mais non, c'était une vieille femme. Je ne la connaissais pas. Elle pleurait en disant qu'elle était la mère de Georges et qu'elle venait d'apprendre que Georges venait de décéder. J'ai tout de suite fondu en larmes et on s'est enlacés. Elle a dit que Georges avait beaucoup de dettes et qu'un gang l'avait tué. « Non !» criai-je. Ça ne pouvait pas être vrai. Georges ne faisait pas de jeu d'argent. Mais c'était vrai. Et il a fallu que je m'y fasse. Il était parti et il ne reviendrait pas. Et il n'y avait pas d'obsèques. J'ai mis beaucoup de temps à m'en remettre. J'ai failli ne pas aller à la fac. Mais mes amis m'ont convaincu que ce serait positif pour moi. Puis j'ai fini par rencontrer un nouveau mec, Arnaud. Et c'est rapidement devenu sérieux. Je lui ai parlé de Georges et il était très compréhensif. 1 an plus tard, il a réservé un voyage surprise pour mon anniversaire. Et je commençais enfin à me sentir de nouveau normale. Il a loué une voiture pour qu'on aille dans un bungalow près de la plage. Mais en chemin, la voiture est soudainement tombée en panne. On était littéralement au milieu de nulle part. Donc on a passé des appels pour essayer de trouver un garage qui nous dépanne. Ça nous a pris plus d'1 heure pour trouver de l'aide. Puis encore 30 minutes pour être dépannés. En arrivant, je suis allée m'asseoir. Et je n'ai pas pu m'empêcher de penser à Georges. La dernière fois que j'avais été dans un garage, c'était quand on travaillait ensemble. Arnaud était occupé à parler au mécanicien. Puis il m'a appelé. « Chérie, j'étais en train de dire au mécanicien que tu travaillais aussi dans un garage. » J'ai levé les yeux et je pensais halluciner. C'était Georges. J'ai senti tout mon corps se refroidir. Et j'ai vraiment cru que j'allais m'évanouir. Arnaud a couru vers moi pour me demander si ça allait. Et je lui ai dit que c'était Georges. C'était bien lui. Je me suis mise à crier son nom. Et le manager est venu en me demandant si ça allait. Et j'ai demandé où était parti Georges. Il a dit qu'il n'y avait personne de ce nom ici. Puis il a demandé à Arnaud si j'avais peut-être besoin de m'allonger quelque part. Il ne me croyait pas. Mais je jure sur ma vie que c'était lui. J'ai écrit à ses anciens amis en leur disant que je venais de le voir. Et l'un d'eux a répondu immédiatement, en disant qu'il me croyait et qu'il allait venir pour essayer de le trouver. Mais vous n'allez pas croire ce qui s'est passé ensuite. Il a réparé notre voiture et s'est enfui avec.
Le manager devenait fou et criait son nom. « Bon, on revient tout de suite ou j'appelle les flics !» Et je me tenais là en criant qu'il s'appelait Georges et pas Ben. Puis j'ai décidé d'appeler sa mère. Elle a répondu et a fait semblant de ne pas savoir qui j'étais. Et elle a dit que son fils était vivant et bien portant, et que de toute évidence quelque chose ne tournait pas rond chez moi. Ça devenait de plus en plus bizarre. J'ai appelé les flics et leur ai tout raconté. Et ils ont dit que Georges était sur la liste des personnes disparues, et qu'ils essayaient de le localiser depuis 1 an et demi. Je leur ai dit qu'ils venaient de voler notre voiture, et je leur ai donné le numéro de plaque. Puis ils ont dit qu'ils allaient essayer de le trouver. Et puisque les flics m'ont prise au sérieux, Arnaud aussi. Mais ils ne l'ont pas trouvé. Par contre, ils sont allés chez sa mère. Et il se trouve qu'elle avait tenté de le protéger, en l'aidant à faire croire qu'il était mort. Car il était trop endetté et il l'avait menacé en disant qu'il vendrait sa maison si elle n'acceptait pas de jouer le jeu. J'avais la nausée, c'était dingue. Alors il était sorti avec moi juste pour me soutirer de l'argent, et pendant tout ce temps je pensais qu'il m'aimait. Je me sentais vraiment bête. Bon, les flics l'attraperont sûrement bientôt. Enfin, ça ne doit pas être si dur de le trouver. Et quand ce sera le cas, il va avoir de gros ennuis. Il doit tellement d'argent à tant de personnes. Maintenant, j'étais en fait contente que notre voiture soit tombée en panne. Sinon, on n'aurait jamais vu qu'il était toujours en vie. Même si je suis ennuyée aussi, car nos sacs et mon sac à main étaient dans la voiture. Salut, je m'appelle Kelly et j'ai 13 ans. Ma mère est morte quand j'avais 3 ans. Et depuis, je vis avec mon père. Mon père est un vrai coureur de jupons. Il change de copine comme de chemise. J'ai fait de mon mieux pour être compréhensive. Je comprends que ce fut difficile pour lui de perdre ma mère et d'être père célibataire. Je veux juste qu'il trouve une femme qu'il apprécie et qu'il s'en tienne à elle seule. L'an dernier, j'ai changé de collège. C'était à la fois effrayant et excitant. Heureusement, la plupart des autres élèves avaient l'air sympas et les profs étaient gentils. Surtout Mademoiselle Hill, ma prof de sport. J'avais toujours été sportive et elle voyait mon potentiel et me poussait à essayer de rejoindre l'équipe féminine de foot. Je suis venue avec mon père pour ma première réunion parents-prof. Mademoiselle Hill était dans la cour en train d'accueillir tout le monde. Elle et mon père semblaient avoir une conversation bien plus longue. Je me tenais là gênée. J'étais sûre qu'il se draguait. J'ai assez vécu avec lui pour le savoir. Mon père a fini par laisser Mademoiselle Hill et je l'ai amené dans la première salle où il avait rendez-vous. La soirée s'est bien passée et tout le monde a commencé à partir les uns après les autres. J'attendais impatiemment mon père dans le couloir. Pourquoi la conversation entre mon père et ma prof prenait autant de temps ? C'est pas comme si j'étais une mauvaise élève. Je faisais toujours mes devoirs dans les temps et je n'avais quasiment jamais d'ennui. Ils sont enfin sortis. Ils parlaient avec ma prof de français, Mademoiselle Stephens, et rigolaient, comme s'ils se connaissaient depuis des années. « Heureuse de vous avoir rencontré, Gloria », dit mon père en lui touchant le bras. « Pareil pour moi, John », dit-elle en tortillant une mèche de cheveux. Je roulais des yeux. Depuis quand ils s'appelaient par leur prénom ? Il y a un truc pas net. J'ai attrapé le bras de mon père, dit au revoir à Mademoiselle Stephens et je l'ai sorti de là. Il se trouve que mon père avait dragué ma prof de sport dans la cour, car quelques semaines plus tard, elle est venue frapper chez nous pour le dîner. Il m'a fallu un instant pour la reconnaître sans son jogging et avec une jolie coiffure et du maquillage. Mais ensuite, j'ai compris que c'était elle. J'en voulais tellement à mon père. Il aurait au moins pu avoir la décence de me prévenir qu'elle venait. J'étais assise là avec mon pyjama rose en pilou. C'était vraiment gênant. Mon père et Mademoiselle Hill passaient vraisemblablement du bon temps, car ils n'arrêtaient pas d'échanger des regards mielleux pendant le repas. Burk. Peut-être que ce n'était pas si mal que mon père sorte avec ma prof. Peut-être que ça pourrait me servir à éviter les séances débiles de ballon prisonnier. Le collège se passait bien et il se trouve que j'étais assez bonne en français. Mademoiselle Stephens était super gentille avec moi et m'expliquait gentiment les erreurs que je faisais. Un jour, en sortant de cours, elle m'expliquait une phrase quand j'ai vu son téléphone vibrer sur son bureau. Elle n'y prêtait pas attention, mais j'ai jeté un coup d'œil à l'écran, et c'était le numéro de mon père. En partant du collège, je suis passée en vitesse aux toilettes. J'allais sortir quand j'ai entendu une voix dans le couloir. Désolée, j'étais en cours. On se voit ce soir, John. Tu me manques tellement. J'ai hâte de voir le rencard amoureux que tu m'as préparé. J'ai jeté un œil derrière la porte et j'ai vu Mademoiselle Stephens au téléphone. Je me tenais contre la porte des toilettes, choquée. Est-ce que mon père sortait avec mes 2 profs en même temps ? Puis la femme de ménage a ouvert la porte et je suis tombée sur les fesses. Aïe ! Quand je suis rentrée, j'en ai parlé à mon père. Il a avoué sortir avec mes 2 profs. Mais il refusait d'arrêter de les voir car ils s'amusaient bien. J'étais frustrée, mais je n'avais pas d'autre choix que de l'aider à ne pas se faire prendre.
Je suis involontairement devenue son ange gardien. J'avoue que de recevoir les faveurs des 2 profs n'était pas déplaisant. J'avais eu un A+ à mon contrôle de français, même si je sais que j'avais raté quelques questions. Et je suis devenue capitaine de l'équipe féminine de foot, même si cette autre fille jouait mieux que moi. Même si j'appréciais ces avantages, ça me gênait aussi. Les autres commençaient à raconter des trucs et me regardaient bizarrement. Je suis devenue encore plus parano avec tout ça. Et pour garder le secret de mon père, c'était délicat. Une fois après les cours, je partais pour prendre le bus quand mademoiselle Hill m'a interpellée et m'a demandé si je voulais qu'elle me dépose car elle avait fait une tarte aux noix et voulait l'amener chez nous. Je savais que mademoiselle Stephens venait chez nous après les cours. J'ai paniqué et j'ai murmuré la première excuse qui me venait à l'esprit, en disant que j'avais une allergie aux arachides et que c'était si grave que je ne pouvais pas m'asseoir dans sa voiture. Une autre fois, j'étais au cinéma avec quelques amis et je suis allée dans le hall pour chercher plus de pop-corn et j'ai vu mademoiselle Hill. Elle m'a demandé pourquoi je n'étais pas au lit et je l'ai regardé l'air confus. Il se trouve que mon père lui avait dit qu'il ne pouvait pas la voir ce soir car j'étais malade. Au final, j'ai compris ce qu'il se passait et j'ai inventé un mensonge en disant à mademoiselle Hill que j'étais sortie en douce pour aller au cinéma avec un garçon. Elle m'a fait un grand sourire en me disant qu'elle garderait mon secret. Ça a duré comme ça pendant des semaines. Et soudainement, un jour tout a changé et ma vie est devenue un enfer. Mademoiselle Hill m'a fait aller chercher les gros équipements de sport toute seule. Elle m'a réprimandé quand j'ai manqué un but au foot. Puis elle m'a enlevée au poste de capitaine. Puis en cours de français, mademoiselle Stephens m'a rendu mon devoir. Des mois. Puis elle n'a pas arrêté de poser des questions que les choses que je n'avais pas révisées. Et j'étais embêtée de ne pas pouvoir répondre. J'ai demandé à mon père si quelque chose s'était passé. Et il a dit qu'il fréquentait toujours les 2 comme d'habitude. Il a dit que leur saute d'humeur était sûrement due à la mauvaise période du mois. Ce week-end-là, mon père dînait avec mademoiselle Hill quand mademoiselle Stephens s'est pointée aussi. Et elles lui ont demandé des explications puis l'ont larguée. Et elles lui ont versé des spaghettis et du vin dessus. Elles avaient parlé en salle des profs et se sont rendues compte qu'elles sortaient avec le même homme. Alors elles se sont dit qu'elles allaient le mettre à nu pour son infidélité. Les 2 profs me punissent toujours pour ce que mon père a fait. C'est tellement nul que maintenant je déteste le collège. Je suis tellement furieuse. Rien de tout ça n'est ma faute. J'avais dit à mon père de ne pas sortir avec les 2. Pourquoi me font-elles payer pour ce que mon père a fait? Je déteste tellement mon père. Il est coupable de tout ça et pire encore. Il semble s'en ficher. Il sort déjà avec quelqu'un d'autre. Comment puis-je faire pour qu'il comprenne que ces actes égoïstes ont ruiné ma scolarité et me rendent triste? Salut, je m'appelle Eva. Et j'ai vécu dans un orphelinat depuis aussi longtemps que je me souvienne. Ça allait plutôt bien. Enfin, les bonnes sœurs étaient gentilles avec moi. Mais ce n'était pas la même chose qu'une vraie famille. J'avais aussi constamment peur d'être abandonnée, ce qui se traduisait par des sautes d'humeur et un look grunge. Malgré mes sautes d'humeur, j'avais de bons amis. Mais un à un, je les voyais se faire adopter. Alors que je restais coincée ici. Il y a cette fille qui s'appelait Lisa. On a fini par être les 2 seuls coincés ici jusqu'à l'adolescence. Parce qu'on avait le même âge, les bonnes sœurs ont essayé qu'on devienne amies. Elle était sympa, mais on n'a jamais vraiment été proches. Elle disait n'importe quoi, que ses parents l'aimaient et qu'il viendrait un jour pour la sauver. Elle gardait un vieux bracelet avec un pendentif fleur qu'il lui aurait apparemment donné quand elle était bébé. Quand il est devenu trop petit pour son poignet, elle a demandé aux bonnes sœurs de lui en faire un collier. Lisa était toujours sympa avec moi. Mais je trouvais que son attitude « je suis trop sympa » était un peu embêtante. Si les bonnes sœurs avaient besoin d'aide, c'était la première à accourir. Les bonnes sœurs faisaient régulièrement des concours stupides pour nous divertir. Du dessin, de la cuisine, ce genre de choses. Lisa gagnait toujours. Que ce soit grâce à son dessin naïf de l'orphelinat ou à ses cookies dégoulinants de glaçage. Peu de familles souhaitaient adopter un ado avec des sautes d'humeur. Alors quand un jour une famille est arrivée et recherchait spécifiquement un grand enfant, je n'arrivais pas à croire de la chance que j'avais. J'étais sûre qu'ils me choisiraient. Mais ils sont allés parler à Lisa aussi. Ils sont restés dîner et Lisa faisait constamment du lèche-botte. Ça m'a tellement mise en colère que j'ai renversé mon bol de soupe à la tomate et je l'ai regardé éclabousser la chemise blanche de Lisa. Puis j'ai pris mon air le plus sérieux en disant « Oups !» Une semaine plus tard, le couple est revenu. Mais ils ne sont pas revenus pour moi. Ils ont choisi Lisa. J'étais furieuse. Comment pouvait-il choisir cette fille écœurante face à moi? Avant que Lisa parte, elle m'a enlacée et m'a dit des conneries du genre « Tu vas me manquer et je sais que quelqu'un viendra t'adopter bientôt. » À mes yeux, elle m'avait volé ma famille. Et en faisant ça, elle avait ruiné ma vie.
Alors quand elle était en bas à dire au revoir aux petits-enfants, j'ai utilisé des ciseaux pour couper une lanière de son sac à dos qu'elle avait posé sur le lit. Mais ça n'a pas eu l'air de la déranger. Elle était bien trop heureuse de sa nouvelle famille. Et pendant ce temps, je suis devenue la seule ado coincée ici. Finalement, à 15 ans, la famille parfaite m'a adoptée. Ils vivaient dans un joli quartier, dans une maison quasiment aussi grande que l'orphelinat. Ils étaient adorables avec moi. C'était si bon d'avoir enfin ma propre famille. Il se trouve que mes parents adoptifs avaient eu un enfant né la même année que moi. Mais elle avait disparu à l'âge de 3 ans. C'était bien trop douloureux pour eux. Et ils ont mis longtemps avant de se décider d'adopter, puisqu'ils avaient été traumatisés par la perte de leur enfant. Ils voulaient adopter quelqu'un de mon âge, pour ne pas avoir peur que ça se reproduise à nouveau. Je suis allée dans un nouvel établissement, et au début les élèves me regardaient comme si j'étais un alien. Et j'avais du mal à m'intégrer. J'ai fini par être collée car une pain-bêche s'est moquée de ma frange de travers. Donc évidemment, je lui ai fait un croche-pied. Mais vous n'allez pas croire sur qui je suis tombée. Lisa! Elle allait aussi dans ce lycée. Et en fait, elle a été très gentille avec moi. Elle m'a prise dans son groupe d'amis. Et je m'entendais bien mieux avec elle qu'à l'orphelinat. On a parlé et on s'est raconté nos vies. Il se trouve que la vie de Lisa n'était pas si parfaite, car son père adoptif venait de perdre son emploi. Et il n'avait pas beaucoup d'argent. Ils avaient aussi eu un petit garçon dont elle devait souvent s'occuper. Je suis peut-être restée à l'orphelinat plus longtemps, mais j'ai fini avec une meilleure famille. Finalement, c'était moi la gagnante cette fois. J'avais une famille géniale et de bons amis. Pour la première fois, ma vie était cool. Cela a continué pendant quelques années. Je me sentais enfin comme une ado normale, avec une famille et des amis normaux. Puis un soir, je me suis réveillée au milieu de la nuit pour aller aux toilettes. Et j'ai vu ma mère assise sur le balcon. Elle buvait du vin toute seule et regardait les objets d'une boîte. Il se trouve que c'était l'anniversaire de leur enfant disparu. Elle m'a montré les photos d'une fille d'environ 2 ans. Et sur cette photo-là, la fille portait un bracelet avec un pendentif fleur. Il ressemblait beaucoup au bracelet transformé en collier que Lisa portait. Ça devait sûrement être une coïncidence. Après avoir parlé à ma mère, je suis retournée me coucher. Mais je fixais le vide en regardant le plafond. Plus j'y pensais, plus les coïncidences faisaient sens. Oh mon Dieu! Est-ce que Lisa pouvait vraiment être la fille disparue de mes parents? Sur une photo que ma mère m'a montrée, j'ai aussi remarqué que leur fille avait une tache de naissance en forme de diamant sur le haut du bras droit. Je n'ai pas pu dormir cette nuit. Il fallait que je vérifie si Lisa avait une tache de naissance ou non avant d'en parler à mes parents adoptifs. Malheureusement, il a plu des cordes le lendemain et il faisait très froid. Donc Lisa était emmitouflée. Il fallait que je trouve un moyen de voir si elle avait une tache de naissance ou pas. Je n'ai pas arrêté de la suivre toute la journée. Je touchais son pull lui disant que je l'adorais. Puis je lui ai demandé si je pouvais l'essayer car je voudrais m'acheter le même. Elle a hésité car il faisait très froid. Mais j'ai insisté jusqu'à ce qu'elle accepte. Alors on est allé aux toilettes. Pendant qu'elle se changeait, j'ai dû monter sur la cuvette des toilettes d'à côté pour l'observer. Et devinez quoi? Lisa avait exactement la même tache de naissance, en forme de diamant sur le haut du bras droit. Que devrais-je faire maintenant? Je mène une vie parfaite avec mes parents adoptifs. Et pour une fois, je ne finis pas deuxième derrière Lisa. Si je leur dis, peut-être qu'ils ne voudront plus de moi. Je ne peux pas risquer un rejet en faveur de la parfaite Lisa une fois encore. En même temps, ils ont toujours été gentils avec moi. Comment pourrais-je leur cacher quelque chose d'aussi énorme? Donc, découvrir que mes géniaux parents adoptifs étaient en fait sûrement les parents biologiques de Lisa fut un énorme choc. Les preuves étaient là. Le bracelet collier avec la fleur et sa tache de naissance en forme de diamant, identique à celle de la fille disparue de mes parents. C'était évident que ça ne pouvait pas être qu'une coïncidence. Quand on était à l'orphelinat, Lisa et moi parlions que nos vraies familles viendraient nous chercher. Mais je pensais que c'était de la naïveté enfantine. Jamais je n'aurais cru que ça pourrait se produire. J'ai gardé cette information secrète pendant quelques jours le temps de comprendre ce que ça signifiait. Ça allait changer la vie de tout le monde. Je n'arrêtais pas de repenser à ma mère assise sur le balcon, à regarder avec tristesse les vieilles affaires de la boîte de bébé de sa fille disparue. Elle avait loupé beaucoup d'années de la vie de sa fille. Donc si Lisa était vraiment sa fille disparue, alors je ne voulais pas être celle qui continue de les séparer. Le lendemain, après les cours, j'ai invité Lisa chez moi. J'ai fait asseoir tout le monde en racontant ma théorie.
J'ai demandé à Lisa de leur montrer son bracelet collier et sa tache de naissance en forme de diamant sur le haut de son bras. Mes parents adoptifs et Lisa étaient très choqués. Mais tout ça faisait sens. En voyant Lisa à côté d'eux, je me suis rendu compte qu'elle ressemblait beaucoup à ma mère adoptive. Ils ont fait un test ADN et l'ambiance était tendue pendant les jours d'attente des résultats. Quand le test fut positif, mes parents ont fondu en larmes et n'arrêtaient pas de nous enlacer avec Lisa. Peu de temps après, j'ai réalisé que je n'avais pas assez réfléchi. Pourquoi ma famille adoptive voudrait me garder, maintenant que leur vraie fille était de retour? Allait-il en avoir marre de moi et me mettre à la porte? Ou allait-il faire un échange avec la famille adoptive de Lisa, et je serais coincée dans leur foyer pauvre à m'occuper d'un petit garçon? Mes parents n'arrêtaient pas de parler de Lisa. Ils demandaient tout le temps comment elle allait. Bla bla bla. Ils ne me demandaient plus comment s'était passée ma journée. Au lieu de ça, ils voulaient que je leur raconte tout sur Lisa. Ils invitaient Lisa chez nous tout le temps. Elle semblait toujours être dans mon salon, à regarder des documentaires avec papa, ou dans la cuisine pour aider maman à faire la cuisine. Une fois, je suis rentrée tard, et j'ai trouvé Lisa endormie sur mon lit. Ça m'a vraiment dérangée, car elle ne vivait pas ici. C'était ma famille adoptive. Elle avait la sienne. Je haïssais Lisa secrètement à nouveau, comme c'était le cas quand on était à l'orphelinat ensemble. J'étais gentille devant elle, mais dans son dos, je faisais tout pour gâcher sa journée et me sentir mieux. Un jour, j'ai mis ses devoirs à la poubelle. Une autre fois, j'ai caché sa veste, pour qu'elle aille sous la pluie en petit t-shirt. Et je collais du chewing-gum dans sa trousse. Je sais que ce sont des méchancetés, mais j'avais tellement peur de perdre ma famille contre la parfaite Lisa. Je voulais juste qu'ils m'aiment, mais je me sentais secondaire. Un jour après les cours, je jouais au basket avec les garçons du lycée, puis j'ai vu ma mère et mon père venir récupérer Lisa. Ils avaient l'air si heureux à rigoler et à parler ensemble. Pourquoi étaient-ils venus la chercher et pas moi? C'est moi qui vis avec eux. Pourquoi ils m'ont volontairement laissée ici? J'avais des flashbacks de l'orphelinat et des parents adoptifs de Lisa qui l'avaient choisie face à moi. Pourquoi était-ce toujours elle et pas moi? C'était quoi mon problème? Je me sentais très mal aimée, mais surtout j'étais en colère. Je n'avais pas envie de rentrer et les voir jouer la famille parfaite. Alors je suis allée dormir chez une amie. Plus j'y pensais, moins j'avais envie de rentrer chez moi. J'essayais de me dire que ce n'était pas si grave que ça, car j'avais toujours été une intrue depuis que je suis née. Donc je serais aussi bien toute seule. Je savais que je ne pouvais pas rester indéfiniment chez mon amie. Alors mon plan était de rentrer à la maison discrètement pour prendre des affaires avant de quitter la ville pour de bon. Ce soir-là, en arrivant au portail que j'allais escalader, j'ai remarqué que la lumière sur le balcon était toujours allumée. Ma mère était assise avec un verre de vin. Elle pleurait. Puis mon père est venu la réconforter en disant « Elle rentrera bientôt », en conduisant ma mère à l'intérieur. C'était si touchant à voir. Et je me suis sentie bête d'avoir des pensées si égoïstes. Ils doivent être bouleversés, puisque la pire chose qui leur soit arrivée fut de perdre un enfant. Et maintenant ma fugue leur faisait revivre ça. Ils avaient même adopté un grand enfant pour que ça n'arrive plus. Et j'allais partir et m'enfuir comme une pourrie gâtée. J'ai ravalé ma fierté et je suis entrée dans la maison. Le salon était rempli de décorations. Et il y avait une bannière où était écrit « Merci Eva ». Mes parents ont entendu mes pas. Alors ils sont descendus et dès qu'ils m'ont vue, ils ont accouru pour me serrer dans leurs bras, en fondant en larmes. Il se trouve qu'ils avaient juste récupéré Lisa au lycée ce jour-là pour me faire une fête surprise pour me remercier de les avoir réunis. Mais je ne suis jamais rentrée. Ils avaient eu peur d'avoir perdu à nouveau leur enfant, et ils ne pensaient pas pouvoir surmonter à nouveau cette douleur. J'ai pleuré et leur ai parlé de mon inquiétude et de mon impression d'être rejetée et abandonnée de nouveau, puisque Lisa avait déjà été choisie face à moi. Ils m'ont dit « Idiote, vous êtes toutes les deux nos filles. On t'aime même encore plus, car tu es l'ange qui a réuni cette famille. » Alors ont-ils fait un marché avec la famille de Lisa? Et non. En plus, Lisa et moi partons à la fac maintenant. Lisa a maintenant 2 familles qui l'aiment, et nous sommes de nouveau les meilleurs amis. En fait, je ne la vois pas seulement comme mon amie, c'est aussi ma sœur, même si on se dispute toujours pour savoir qui est la grande sœur. Elle est mon aînée de 3 mois, mais je suis plus grande et autoritaire, donc je continue à dire que c'est moi. J'ai dû attendre longtemps avant de trouver ma famille parfaite, mais il se trouve qu'il valait vraiment le coup d'attendre.
Salut, je m'appelle Clara et j'ai une sœur jumelle qui s'appelle Arabelle. On n'a pas eu une éducation classique car notre mère nous a laissés à l'orphelinat quand on avait 6 ans. On a les yeux bleu foncé de notre mère et c'est presque tout ce dont je me souviens d'elle. Je ne suis pas sûre qu'elle nous ait abandonnés. Je crois qu'elle était juste jeune et qu'elle ne pouvait pas gérer. Quand nous étions petites, j'étais très proche avec ma sœur. On faisait des tours aux autres enfants et aux bonnes sœurs, en se faisant passer l'une pour l'autre. Arabelle portait toujours un nœud rose dans les cheveux, donc on en portait un toutes les deux, et on faisait peur aux autres en passant une à une devant eux dans les couloirs. C'était le bon temps, mais en grandissant, tout a changé. Je suis devenue verte de jalousie d'Arabelle. Tout le monde la préférait. Les bonnes sœurs l'appelaient leur petit chat. Et chaque enfant traînait autour d'elle comme si c'était une étoile brillante ou autre. Ils la trouvaient tous adorable et polie. Ça m'embêtait parce que je connaissais son vrai visage. Et elle n'était pas adorable du tout. Elle était entièrement fausse. Elle savait juste exactement quoi dire et faire pour amadouer les gens. Puis quand on avait 12 ans, beaucoup de choses ont changé notre vie. L'orphelinat avait des problèmes d'argent qui ne pouvaient pas se régler. Nos bonnes sœurs nous adoraient tellement qu'elles ne voulaient pas nous perdre. Mais elles n'ont pas eu d'autre choix que de nous trouver des parents adoptifs. Elles ne voulaient pas que ma sœur et moi soyons séparés. Alors elles nous ont envoyés dans 2 familles de la même ville. Mais le Dieu de la justice doit être aveugle encore une fois. Arabelle a eu beaucoup plus de chance que moi. Elle a été adoptée par une famille riche. Mes parents m'aimaient quand même, mais bon, elle avait toujours mieux. Et ce n'était pas juste. On est allés dans la même école, et j'en avais marre de l'entendre se vanter. Quand on était à l'orphelinat, elle portait le même type d'habits. Mais maintenant, c'était différent. Arabelle était toujours à la mode avec les plus beaux vêtements. Alors même si on était sœurs jumelles, dès qu'on était l'une à côté de l'autre, elle avait l'air d'une reine et moi d'une servante. Elle avait facilement tout ce qu'elle voulait. Un lit de princesse, une grande fenêtre avec vue sur la mer, des cours de piano et de danse classique, une mère et un père géniaux. Elle en parlait tout le temps. Et j'en avais marre. C'est comme si tout ce qu'il y avait de mieux n'était pas suffisant pour elle. Elle n'appréciait pas ce qu'elle avait et voulait toujours plus. Si j'étais elle, je vivrais ma meilleure vie avec gratitude et je respecterais tout ce que j'ai. La vie était si injuste. Pourquoi Arabelle avait toujours ce qu'il y a de mieux, alors qu'une gentille fille comme moi souffrait depuis le jour de sa naissance? Adopter une des sœurs jumelles a rendu nos 2 familles proches. Ma nouvelle famille allait toujours dans la grande maison d'Arabelle pour faire des barbecues et des dîners chics. Honnêtement, je ne voulais pas y aller. Ce n'était pas une simple réunion de famille, mais l'occasion pour elle de se montrer. Ses parents étaient très sympas. Et juste en regardant la manière dont ils la traitaient, je savais qu'ils l'aimaient beaucoup. Ils lui caressaient souvent la tête et l'appelaient chaton. Arabelle paraissait gentille et tout, mais dans leur dos, elle disait que ce surnom lui donnait la nausée, car elle n'avait pas 5 ans. Personne ne semblait voir la vérité. Arabelle n'était pas du tout l'adorable fille qu'il pensait. Elle était même en fait insolente, hautaine et arrogante, et en plus elle était fausse. Je me souviens un jour de l'anniversaire de sa mère. Sa mère était parfaite dans cette robe magnifique, et les gens de la pièce restaient muets pour montrer qu'ils étaient impressionnés. Arabelle jouait la fille adorable et n'a pas arrêté de complimenter sa mère. Mais dès qu'elle avait le dos tourné, Arabelle me chuchotait « Regarde son sourire ridicule, elle pense qu'elle est vraiment belle, alors que tout le monde sait que c'est moi la plus belle ici. » J'en avais tellement marre de son double jeu. Elle avait de la chance de vivre cette belle vie, mais elle n'appréciait pas ce qu'elle avait déjà. Et elle était si fausse. Un jour, j'ai essayé de la démasquer. J'ai essayé de dire à mes parents et à notre amie en commun comment elle se comportait dans leur dos. Mais ils ne m'ont jamais cru et m'ont dit d'arrêter d'être égoïste. Ils ne comprenaient pas qui elle était vraiment et m'ont même punie. C'est moi qui méritais cette vie, pas cette tocarde de menteuse. C'est là que j'ai décidé d'avoir un plan. Je voulais prendre la place d'Arabelle et vivre sa vie. J'ai commencé par observer son travail, pour copier son écriture. Je me suis entraînée à imiter sa voix. On avait un peu la même, donc c'était facile. Je la suivais en cachette avec ses amis, pour tout savoir sur leurs passions et habitudes.
Mais ma famille n'était pas aussi riche qu'eux. Je ne pouvais qu'attendre devant le restaurant, la boutique de vêtements et le cinéma. Observer Arabelle profiter de la belle vie me motivait encore plus. Quand nos familles se sont retrouvées, j'ai fait l'effort de mieux connaître ses parents. Sa mère aime jouer le piano et son père aime s'occuper de ses bonsaïs. Sa mère est allergique aux fruits de mer et son père au beurre de cacahuète. J'ai noté chaque petit détail de sa vie dans mon agenda. Il y avait beaucoup de choses à savoir avant d'être assez confiante de pouvoir devenir Arabelle et la remplacer avec succès. Mais ensuite, quelque chose s'est soudainement produit et a accéléré mon plan. Ce mec que j'appréciais à l'école, Milo, a commencé à draguer ma sœur. Et elle en retour. Elle savait que je l'aimais bien, mais ça ne l'a pas empêchée d'accepter un rendez-vous avec lui. Elle était si diabolique. À ce moment-là, je ne supportais pas de la voir se balader en me volant tout ce que j'avais toujours rêvé d'avoir. J'avais un plan. Quand on était à l'orphelinat, il y avait un homme qui venait souvent nous voir, en disant de manière impolie aux bonnes sœurs qu'elles devraient lui vendre quelques enfants pour résoudre leurs finances. Bien sûr, les bonnes sœurs ont refusé et l'ont fait partir. Il a continué de venir quelquefois. Et un jour, il nous a donné son numéro de téléphone en disant que si on avait un problème, on pouvait le joindre. Puis une bonne sœur est arrivée et l'a menacé d'appeler la police. Eh bien, c'était la dernière fois que je l'ai vu. J'avais toujours gardé son numéro parce que je savais qu'un jour j'en aurais besoin. Et ce jour est enfin arrivé. Je l'ai appelé et on a monté un plan pour résoudre mon problème avec Arabelle. Il lui a envoyé un message anonyme en lui disant de venir dans un coin reculé du parc pour connaître un ragot intéressant sur Milo. Évidemment, ma sœur fouineuse a accepté. L'homme m'a promis que ma sœur serait envoyée ailleurs pour l'aider à gagner de l'argent et qu'elle ne serait pas maltraitée. J'ai laissé une lettre chez moi en disant que j'en avais assez de mener une vie de pauvre et que j'avais trouvé un meilleur endroit où vivre. J'ai dit à mes parents de ne pas être tristes et de ne pas me chercher. Je me suis cachée dans un coin du parc et j'ai attendu que ma sœur arrive. Puis quand il l'emmènerait, je pourrais facilement me mettre à sa place pour la remplacer. Il n'y aurait plus de Clara, car je redeviendrais Arabelle. Enfin, sa meilleure version. Soudainement, j'ai vu une voiture noire s'arrêter au loin. 2 mecs tatoués sont sortis de la voiture. Je voyais des armes dans leur dos. Ils se sont arrêtés un instant pour humidifier un mouchoir avec un liquide. Ça me semblait mal. Je savais que ça allait beaucoup trop loin. Ils allaient faire du mal à ma sœur. Et j'étais celle qui avait initié ce péché. Et je savais que je vivrais dans la culpabilité pour le reste de ma vie si je laissais faire ça. J'ai immédiatement couru hors de ma cachette. J'ai attrapé la main de ma sœur et l'ai éloignée. J'ai entendu des pas derrière nous. Alors j'ai couru aussi vite que possible jusqu'à la foule de personnes. Et j'ai crié fort pour que les gens nous remarquent. Les 2 hommes ont dû abandonner quand on a couru dans la foule. Quand on est rentré chez elle, je lui ai dit que je passais par là, quand j'ai entendu des hommes dire qu'ils allaient la kidnapper. Puis j'ai couru vers elle aussi vite que possible sans réfléchir. Elle m'a enlacée et m'a remercié de lui avoir sauvé la vie. Elle a dit qu'elle avait toujours cru que je ne l'aimais pas et que c'était son cas avant. Waouh! Le moment où elle a avoué qu'elle pensait que j'étais une fille sale et répugnante et que je ne méritais pas sa présence. Et qu'elle jouait la comédie de temps en temps devant moi pour me rendre jalouse. Elle était désolée d'avoir été égoïste et a promis de changer d'attitude avec moi. Je lui ai aussi dit que parfois j'étais méchante par jalousie, mais que face à cette situation dangereuse, j'ai compris à quel point elle comptait pour moi et que je ne serais plus aveuglée par la jalousie. Il se trouve que la belle vie n'était pas aussi simple. Il fallait qu'on parle ouvertement et honnêtement pour résoudre les problèmes entre nous. Quant à mes parents, ils ont lu la lettre que je leur ai laissée et ont été chamboulés. On a bien parlé et j'ai compris que c'était moi la fille ingrate. Oui, ils n'avaient pas autant d'argent que la famille d'Arabelle, mais c'était des gens bien qui s'occupaient de moi. Arabelle n'était pas la seule à être égoïste. Je l'avais été aussi. La vie est belle, et Arabelle et moi on s'entend mieux que jamais, même si je me sens toujours coupable de ce que j'avais planifié. Devrais-je lui avouer ce qui s'est réellement passé ? Ou devrais-je garder le secret et continuer normalement ? Enfin, ce n'est pas comme si quelqu'un avait été blessé, non ? Ma meilleure amie Yasmine est la fille la plus populaire de l'école. Vous savez le genre. Jolie, riche famille, le genre de fille qui a tout. Je suppose que certains diraient que c'est une enfant gâtée. Je veux dire, elle est assez méchante avec les gens.
Et ses sautes d'humeur sont tellement imprévisibles. En plus, elle aime s'en prendre à tout le monde. Mais heureusement pour moi, nous sommes amies depuis que nous sommes petites. Donc je savais qu'elle ne me traiterait jamais aussi mal que les autres enfants. Mais elle ne m'a pas vraiment traitée gentiment non plus. En fait, la plupart du temps, je me sentais comme ça bonne. Mais il y avait aussi de bons jours, où elle était la meilleure amie de tous les temps. Elle m'achetait des trucs, et m'emmenait même à son country club chic le week-end. Mais quand elle devient grincheuse, oh mon Dieu, j'en ai payé les frais. Elle me criait dessus et se plaignait de chaque petite chose que je faisais. Puis elle me donnait des ordres. J'étais comme sa petite balle anti-stress ou quelque chose comme ça. Une fois, elle a réalisé que ses vêtements de sport étaient mouillés. Alors elle m'a fait échanger avec elle pour qu'elle puisse porter mes vêtements secs. On aurait dit que j'avais fait pipi dans mon pantalon et que tout le monde se moquait de moi. Elle ne m'a même pas défendue. C'était comme si elle m'utilisait pour pouvoir briller encore plus. Chaque fois qu'elle sortait avec des garçons, elle me traînait avec elle, mais ne me le faisait pas savoir à l'avance, pour que je me montre négligée, et qu'ainsi elle soit superbe à côté de moi. Il est clair qu'elle ne voulait pas que j'attire l'attention. Un jour, je me suis maquillée, et elle m'a dit que je ressemblais à un clown. Et puis il y a eu la fois où elle voulait sortir avec ce gars, mais il ne voulait sortir avec elle que si elle amenait une amie pour son frère. Alors elle m'a amenée, et oh mon Dieu! Son frère était tellement bizarre. C'était horrible. Mais je pouvais la gérer et comparer aux autres enfants de l'école qui avaient des problèmes bien pires, j'étais bien. Je me sentais mal pour eux et j'aurais aimé pouvoir lui tenir tête et les protéger, mais je n'étais pas assez courageuse. Pour être honnête, ce n'était pas seulement que je n'avais pas le courage de lui tenir tête. C'était aussi parce qu'il y avait beaucoup trop d'avantages à être son amie. Elle a toujours été généreuse et m'a donné tous ses vieux vêtements, même si elle ne les avait portés qu'une seule fois. Elle avait cette jupe super mignonne. Mais elle a vu une autre fille la porter et me l'a immédiatement donnée. Elle m'a donné une paire de talons hauts toute neuve, qui selon elle lui faisait paraître les jambes grosses. Honnêtement, la plupart de mes jolis vêtements et chaussures venaient d'elle. Et elle me ramenait toujours des cadeaux des vacances de luxe de sa famille. Mais malgré tout cela, je ne pouvais pas ignorer la légère rancune que je ressentais à son égard. Et d'accord, il y a une raison plus importante, pour laquelle je supporte la façon dont elle m'a traitée injustement. Vous voyez, Yasmine a un frère jumeau qui s'appelle Louis. Et j'ai eu un gros béguin pour lui. Sortir avec Yasmine signifiait que je devais voir Louis plus souvent. Comparé à sa sœur, Louis était si froid. Mais parfois il était assez froid, même un peu mystérieux. C'est pour ça qu'ils ne s'entendaient pas vraiment. Yasmine disait toujours des choses méchantes à son sujet dans son dos, des choses comme le fait qu'il était si lamentable et un tel grand-père. Mais une fois j'ai presque tout gâché en traînant chez eux. Louis était en train de se détendre et de jouer de la guitare tout seul sur le patio. Alors j'ai fait semblant de me promener et je l'ai approché et complimenté. Mais Yasmine m'a vue en regardant de la cuisine. Après, elle m'a attrapée et m'a dit « Eh, qu'est-ce que c'était? Est-ce que tu viens de flirter avec mon frère? Ou est-ce que tu as le béguin pour lui? Ne t'avise pas de le faire. Si tu le fais, alors notre amitié est terminée maintenant. » J'ai été tellement choquée par sa réaction que j'ai rapidement nié et dit « Burk, voyons, ton frère est une brute. » J'espérais qu'elle ne s'aperçoive pas que je mentais. Après cet incident, j'ai dit à Yasmine que je devais rentrer chez moi, car j'avais des confections à terminer. Elle a éclaté de rire et m'a dit que le bricolage était pour les losers. Ça m'a vraiment contrariée, parce que j'adorais faire des bricolages, et que mes cousins et les enfants d'à côté m'avaient demandé de commencer à leur apprendre comment faire. Mon unique cousin m'avait même persuadée de commencer à faire des vidéos sur le sujet. Alors même si Yasmine trouvait ça totalement pas cool, j'ai continué et j'ai secrètement lancé une chaîne YouTube pour partager mes vidéos de tutorat sur le bricolage. Les enfants de mon quartier ont tous adoré, et j'ai vite eu pas mal d'abonnés. Puis j'ai fait un pas de plus, et j'ai fabriqué des marionnettes de certains personnages de dessins animés populaires, et j'ai commencé à faire des vidéos de spectacles de marionnettes. Lentement mais sûrement, ma chaîne a commencé à prendre de l'ampleur. Il y avait une téléspectatrice avec un compte appelé Chérie Paille, qui était toujours la première à laisser un commentaire. Elle m'a même envoyé un DM sur le compte Twitter de ma chaîne, et nous avons commencé à parler presque tous les jours après cela. Un jour, j'ai décidé de faire une vidéo pour me présenter correctement aux téléspectateurs de ma chaîne, mais j'étais trop timide pour montrer mon visage. Alors je l'ai fait avec les marionnettes à la place. Le public semblait plus intéressé lorsque je parlais de ma propre vie. J'ai donc commencé à leur parler de ma famille et de mes amis. Et bien sûr, cela incluait Yasmine, mais j'ai changé les noms de tout le monde en surnoms amusants. Et j'ai changé un peu ma voix pour que personne ne me reconnaisse. J'ai commencé à parler beaucoup de Yasmine, et de la façon dont elle me torturait, moi et les autres enfants. Je lui ai donné une voix horrible qui ressemblait à un monstre, et j'ai même montré comment elle se moquait de ce que les gens portaient.
Je me suis tellement impliquée que j'ai commencé à inventer des choses, comme dire comment elle volait l'argent du déjeuner des autres enfants, leur faisait faire des devoirs pour elle, et leur faisait acheter ses collations à chaque récréation. Elle agissait toujours comme si elle était une sorte de reine. J'ai réalisé combien de sentiments j'avais enfouis au fond de moi au fil des années, et maintenant j'avais cet exutoire créatif pour les libérer tous. J'ai même raconté l'histoire de Yasmine, qui s'est fait larguer par son ex-petite amie, et comment elle a essayé de le récupérer et s'est retrouvée sur le pas de sa porte. Il était avec sa nouvelle petite amie, et elle s'est accrochée à sa cheville, en le suppliant de l'inviter à nouveau à sortir avec lui. Yasmine mourrait si elle savait que j'avais partagé ça. Mais je ne pouvais pas m'en empêcher. Après avoir téléchargé cette vidéo, j'ai obtenu tellement de vues et d'abonnés. Il semblait que les gens pouvaient vraiment s'identifier à mes histoires. Mais bizarrement, mon fan numéro 1 de Cherry Pie a disparu. Pour être honnête, elle m'a vraiment manqué. Quelques jours plus tard, à l'école, tout le monde chuchotait à propos de ma chaîne. Et il est vite devenu clair qu'il connaissait mes vidéos. Comment l'avait-il découvert? Mais ensuite, à ma grande horreur, j'ai réalisé qu'il pouvait voir mon uniforme scolaire dans l'une des vidéos. Et tout le monde a réalisé que la méchante dont je parlais était Yasmine. Elle était furieuse à ce sujet et a dit qu'elle allait découvrir lequel de ces losers l'avait fait et faire de leur vie un enfer. J'étais tellement terrifiée que j'ai mis toutes mes vidéos en privé et j'ai même pris quelques jours de congé de l'école car je me sentais si inquiète de ce qu'il se passerait si elle découvrait que c'était moi. Et puis un jour, Cherry Pie m'a soudainement envoyé un DM à nouveau. Je pensais qu'elle allait me demander où étaient passées les vidéos, mais au lieu de cela, elle a dit « On dirait que tu as eu ce que tu voulais. Tout le monde parle de ta chaîne. Et maintenant, tu es enfin sous les feux de la rampe. Oh mon Dieu! Est-ce que cette fille est aussi allée à notre école? Qui était-elle? Ça ne pouvait pas être Yasmine, n'est-ce pas? » J'ai répondu avec une centaine de questions, en demandant qui elle était. Savait-elle qui j'étais? Comment elle m'a trouvé ce qu'elle voulait? Mais je n'ai pas eu de réponse. Mais quelques heures plus tard, j'ai reçu un message disant « Viens dehors ». Quoi? Comme c'est flippant! J'ai commencé à avoir peur, que j'ai un harceleur ou quelque chose comme ça. J'ai pris un spray au poivre et je suis sortie. Mais au lieu d'une fille folle, Louis se tenait là. Attends, Louis est Cherry Pie. Il a dit qu'il avait découvert ma chaîne. Parce qu'une fois chez eux, j'avais lu les commentaires sur mon téléphone et il était passé derrière moi et avait vu le nom de la chaîne. Il est devenu curieux et il a fait un faux compte pour pouvoir regarder mes vidéos. Et c'est alors qu'il a développé un béguin pour moi et qu'il a pris plaisir à les regarder régulièrement. C'était jusqu'à ce que je parle de sa sœur et que j'invente toutes ces fausses histoires sur des choses qu'elle avait faites. C'est comme ça que Yasmine a découvert les vidéos. Un jour, elle a emprunté l'ordinateur portable de Louis et l'a vu s'ouvrir sur son écran. Mais au moins la seule personne qui sait que c'est ma chaîne, c'est Louis. Il a dit qu'il était vraiment déçu de moi et qu'il pensait que je valais mieux que ça. Puis il a dit qu'il allait supprimer son faux compte. Parce qu'il ne voulait pas être un faux menteur comme moi. J'ai eu le cœur brisé. Comment ai-je pu être une personne aussi terrible? Je ne sais pas quoi faire. Dois-je avouer à Yasmine que c'était moi? Et m'excuser auprès d'elle et de Louis en espérant qu'ils me pardonneront? Ou devrais-je simplement me taire et me concentrer sur le fait de pouvoir me défendre et dire à Yasmine que ce n'est pas bien de s'en prendre aux gens? Alors, dans la première partie de mon histoire, mes parents m'ont organisé des rendez-vous à l'aveugle. D'abord, il y a eu Tristan, qui s'est avéré être gay. Alors, ça n'a pas fonctionné. Puis j'ai rencontré Corentin, qui était quasiment mon pire ennemi. On se détestait, mais il me faisait toujours venir au rendez-vous avec lui. Et il se trouve qu'il était gay aussi. Et que Tristan était en fait son ex. Corentin m'a supplié de l'aider à récupérer Tristan. Alors voyons la réaction de Tristan. J'ai décidé de demander l'air de rien à Tristan de me parler de ses anciennes relations et tout, pour voir s'il allait parler de Corentin. Il a dit qu'il avait été horriblement trahi par son ex et qu'il ne lui avait toujours pas pardonné. Aucun doute, il parlait de Corentin. Je ne savais pas quoi faire. Ça me rendait triste de les voir souffrir tous les deux. De voir à quel point Corentin souhaitait désespérément que Tristan revienne m'a fait comprendre qu'il avait changé. S'il lui laissait une dernière chance, il ne risquerait pas de perdre Tristan une deuxième fois. Alors j'ai décidé de les aider à se remettre ensemble. J'en ai d'abord parlé à Corentin et je ne l'ai jamais vu si heureux. Après ça, on a commencé à bien s'entendre, car on n'avait plus à faire semblant d'être en rencard. On pouvait juste être nous-mêmes. Et devinez quoi? Il n'est pas si mauvais que ça. En fait, il est comme moi. Il doit supporter que ses parents organisent des rencarts stupides. Il a même dit à mes parents que j'étais une fille géniale. Et après ça, mes parents commençaient à mieux me respecter. Le seul truc, c'est que je ne pouvais pas parler de mon plan à Tristan.
En fait, Tristan ne savait même pas que je connaissais Corentin. Mais vu comme Tristan parlait de Corentin, je savais qu'il avait encore des sentiments pour lui aussi. Alors tout ce que j'avais à faire était de leur organiser un rencard et laisser le destin faire le reste. J'ai demandé à Tristan de dîner avec moi et j'ai dit à Corentin de se pointer plus tard discrètement. Mais dès que Tristan a vu Corentin, il est devenu tout rouge et en un instant, il est devenu furieux. Il s'est levé et s'est mis à nous crier dessus et a même écarté Corentin de son passage en partant en furie. Tout le monde dans le restaurant nous dévisageait. Et j'ai même entendu un vieux couple qui murmurait que c'était évident que je voyais les deux en même temps et que je venais de me faire prendre. Quel embarras! Tristan m'en a beaucoup voulu après ça. J'ai donc dû essayer de me faire pardonner, tout en essayant de le convaincre de laisser une autre chance à Corentin. Je savais que Tristan était un bec sucré. Alors je me suis mise à lui faire des cupcakes et des cookies et je l'ai laissé devant sa porte. Il n'ouvrait jamais. Peu importe combien de fois je frappais. Et une fois, je lui ai laissé un gâteau à étage au chocolat devant la porte et j'ai entendu une discussion de ses voisins. L'un d'eux disait « Oh, quand est-ce qu'elle va arrêter? Quelle croqueuse de diamants désespérée !» Puis l'autre me regardait et secouait la tête en disant « Vraiment, aucune dignité. Quel genre de fille court après un mec comme ça ?» J'étais très gênée. J'ai réalisé à quel point je passais pour une fille accro. Alors j'ai couru à ma voiture, mais avant de monter, Tristan est venu en courant. Il avait aussi entendu les voisins et il a réalisé à quel point j'avais fait des efforts. Il m'a dit « Célia, arrête. Tu essaies d'arranger les choses, mais ça n'a jamais été de ta faute. » Eh bien, au moins il me parlait à nouveau. Je lui ai dit que j'étais désolée et que ça me manquait de traîner avec lui. Alors il a dit qu'il me pardonnait, mais qu'il voulait une dernière chose. Je lui ai répondu avec un immense sourire. « Bien sûr, tout ce que tu voudras, Tristan. Je suis toute à toi aujourd'hui. Ok, alors, allons au parc d'attractions. Ça fait longtemps et j'ai besoin d'évacuer tout stress, dit-il. Je suis quasiment sûre que je me suis mise à transpirer un peu en entendant ça, car j'avais une phobie de la hauteur. Alors on y est allé et on a fait toutes les attractions que Tristan voulait faire. Je devais fermer les yeux à chaque fois et j'ai presque passé la journée cramponnée à lui de peur. Mais Tristan semblait s'amuser et j'étais contente de le rendre heureux à nouveau. C'était tout ce qui comptait. Après ce jour, j'ai pu reparler de Corentin. Et je lui ai dit qu'il n'était pas obligé de se remettre avec lui, mais qu'il pouvait peut-être ouvrir un peu son cœur et laisser une chance à Corentin de s'expliquer. Il a accepté à contre-cœur pour que j'arrête d'en parler, et il lui a laissé une chance. Enfin, pas vraiment une chance, mais il a gardé les cadeaux que Corentin lui avait envoyés, au lieu de les retourner, et il a débloqué son numéro. Ils ont même recommencé à se parler. À chaque fois que Tristan répondait à Corentin, il m'appelait pour me le dire, et il était super content. Ils se sont même revus pour parler sérieusement de ce qui s'était passé. Maintenant, il n'y a plus de querelle entre eux, et tout ce qui restait à faire était que Corentin fasse quelque chose pour reconquérir Tristan. Corentin était plein d'attention pour Tristan. Il lui a même offert un abonnement au parc d'attractions et des passes pour les coulisses de son chanteur préféré. Mais Tristan ne changeait pas d'avis. Il était sympa avec Corentin, mais il ne semblait pas vouloir se remettre avec lui. C'était bizarre. Que se passait-il ? Est-ce que Tristan avait déjà rencontré quelqu'un d'autre? Un jour, je suis allée boire un verre avec Tristan pour discuter. Je lui ai demandé en plaisantant « Hey, tu vois un autre mec? Et Corentin alors? Enfin, il t'a fait du mal dans le passé, mais il a changé maintenant. Et honnêtement, vous souffriez tous les deux avant. Maintenant qu'il est de nouveau dans ta vie, tu parais beaucoup plus heureux. » J'ai attendu qu'il réponde, mais il me fixait, ce qui était assez bizarre, et ça m'a fait rougir. Est-ce que j'étais allée trop loin? Je lui ai dit « Donc, allez, à vous, c'est qui ?» Puis il a souri et a bu son verre d'une traite avant de dire « La raison pour laquelle je suis beaucoup plus heureux, c'est parce que oui, j'ai rencontré quelqu'un. » Je le savais, dis-je en l'interrompant. Puis j'ai réalisé qu'il n'avait pas fini de parler. Il a repris « Mais ce n'est pas un mec, c'est une fille. Et c'est pour ça que je ne peux pas me remettre avec Corentin. Elle m'a fait comprendre que je suis en fait bisexuelle. Et quelle surprise! Enfin, j'aimais vraiment Corentin. Et cette fille est sortie de nulle part et m'a foudroyée tellement elle est incroyable. Je n'y croyais pas. Oh mon Dieu, c'est qui? Dis-je en rigolant. Puis il est devenu tout rouge et a dit « Célia, enfin, c'est toi, bah oui. » Quoi? J'étais trop choquée pour répondre. Mon cœur battait si vite. Tristan m'aimait moi? Honnêtement, j'étais confuse. Enfin, Tristan était gay. Pourquoi il m'aimerait moi?
Je me sentais gênée et je sentais son regard sur moi. Je savais qu'il attendait que je dise quelque chose. J'ai levé les yeux et pendant un instant, nos regards se sont croisés. Et la tension était palpable. Je n'en pouvais plus. J'ai inventé une excuse en disant que j'étais fatiguée et qu'il fallait que je rentre. Tristan avait l'air un peu embêté, mais a proposé de me raccompagner. J'ai refusé en disant que je prendrais un Uber. J'avais besoin d'être seule. Je n'arrêtais pas de penser à ce qu'il avait dit. Ça tombait sous le sens. On s'amusait beaucoup ensemble. Mais puisque je savais qu'il était gay, je ne l'ai jamais considéré comme un petit copain potentiel. Mais s'il n'était pas gay, enfin, on pouvait être ensemble. Plus j'y pensais, plus je réalisais que je l'appréciais aussi. Mais il fallait que je brime ses sentiments car... Et Corentin alors? Je ne pouvais pas voler l'amour de sa vie comme ça. Il aurait le cœur brisé. Je n'ai pas dormi de la nuit cette nuit-là. Plein de questions surgissaient constamment dans mon esprit. Le lendemain, Tristan m'a envoyé un message en premier, en disant « Tu as bien dormi? J'espère que ce que je t'ai dit hier soir ne t'a pas empêché de dormir. » Avec un emoji qui sourit. J'ai répondu « En fait, je n'ai pas dormi de la nuit. J'ai beaucoup réfléchi à mes sentiments, mais Tristan, je ne veux pas faire de mal à Corentin. On ne peut pas faire ça. » Puis il a répondu « Ne réfléchis pas trop, ça n'a pas d'importance. Réponds juste à cette question. Est-ce que tu as des sentiments pour moi? Dis juste oui ou non. » Je ne sais pas ce qui m'est passé par la tête, mais à ce moment, j'imagine que j'en avais marre que les choses soient si compliquées. Alors j'ai écrit « oui », puis j'ai cliqué « envoyer ». Ok, donc maintenant Tristan savait que j'avais aussi des sentiments pour lui. Et il paraissait si heureux. Il a dit que je ne devrais pas m'inquiéter et qu'on trouverait une solution, du moment que nos sentiments étaient réciproques. Quelques jours plus tard, Tristan m'a dit qu'il avait vu Corentin pour lui parler. J'avais trop peur de demander à Tristan comment ça s'était passé. Mais à minuit, Corentin m'a appelé. J'étais terrifiée de répondre. Je savais qu'il me crierait dessus. Mais à ma grande surprise, ce n'était pas le cas. Il était calme et a dit que Tristan lui avait tout dit et que si j'avais vraiment des sentiments pour lui, je devrais me lancer. Il a dit « J'ai passé des années loin de celui que j'aime et je ne veux pas que ça vous arrive à Tristan et toi. C'est trop douloureux. Vous méritez d'être heureux. En plus, tu m'as tellement aidé. Grâce à toi, j'ai réussi à mettre les choses au clair avec Tristan. Et le fait qu'il soit de nouveau dans ma vie, même comme ami, c'est déjà très bien. Je trouverai quelqu'un d'autre. Et ça me rendrait heureux de savoir que vous êtes heureux ensemble. » J'étais touchée par ces mots. Je n'arrivais pas à répondre. Je me suis mise à pleurer et je lui ai dit qu'il allait sûrement vite rencontrer quelqu'un de génial. Même lui semblait ému. Mais il essayait de le cacher en rigolant, en disant que j'étais une pleurnicheuse. Maintenant que j'avais son soutien, j'ai décidé de tenter le coup avec Tristan. On est allé à un rencard et c'était superbe. Puisque c'était pas la première fois qu'on se voyait, on était très à l'aise l'un avec l'autre. Et maintenant que je savais qu'il était intéressé par moi, j'ai remarqué à quel point il me donnait des papillons dans le ventre. C'était génial. Maintenant, nous sommes officiellement en couple. Il se trouve que mes parents sont assez bons pour jouer les cupidons. Vous pensez pas? Hey, je suis Sandra, j'ai 25 ans et j'adore le maquillage. Je veux dire, j'adore vraiment ça. Je n'ouvre même pas à la porte au facteur, le visage nu. Ma fascination pour le maquillage a commencé quand j'étais petite. Ma mère était une célèbre blogueuse beauté et a même créé sa propre marque de cosmétiques. Tout le monde, des mannequins de renom aux actrices d'Hollywood, voulait utiliser ses produits. À l'époque, l'industrie était différente. Il ne s'agissait pas de YouTube et de différents canaux médiatiques. Au lieu de ça, des gens comme ma mère devaient emprunter des voies différentes pour promouvoir leurs produits. Je me souviens de la sensation incroyable en entrant dans une pharmacie et en voyant le maquillage de ma mère sur les étagères. Mais ensuite, le monde de ma mère s'est effondré. Et tout ça à cause d'une mannequin trop nulle. Je savais qu'il se passait quelque chose quand mon père est venu me chercher à l'école. Il venait presque jamais me chercher, maman le faisait toujours. Et plus bizarre encore, il ne m'a pas dit un seul mot. Puis je suis entrée dans la maison et j'ai trouvé ma mère devant le miroir en train de se maquiller. Ma mère était une femme glamour et parfaite. Je ne l'avais jamais vue comme ça avant. Je me souviens de l'avoir simplement regardée sans savoir ce que je devais faire ou dire. Puis elle s'est mise à pleurer, ce qui a fait couler le maquillage sur son visage. Je me souviens avoir pensé qu'elle ressemblait à un clown effrayant. Elle semblait tellement hors de contrôle. Mon père lui a dit d'un ton sévère « Tu veux bien te regarder? Comment peux-tu laisser Sandra te voir comme ça ?» Puis il m'a couvert les yeux et m'a sorti de là. Je lui ai demandé ce qui se passait. Il a soupiré. Il m'a raconté comment une mannequin avait eu une mauvaise réaction au produit pendant la retransmission en direct sur le web de ma mère
et que maintenant elle se faisait soigner à l'hôpital dermatologique. Elle a rejeté la faute sur les produits cosmétiques de ma mère, ce qui signifiait que les équipes de presse et la police étaient désormais impliquées. À présent, l'industrie de la beauté boycottait la gamme que ma mère avait travaillé si dur à créer. Le lendemain, après l'école, ma mère semblait de bonne humeur. Elle m'a emmené boire un milkshake et nous avons chanté sur des airs de Disney dans la voiture. Je pensais que tout était rentré dans l'ordre, mais nous sommes arrivés à la maison et elle m'a fait asseoir et m'a dit « Sandra, tu vas être mon modèle et sauver cette famille. » Puis elle s'est filmée en train d'appliquer ses produits de maquillage sur moi. Elle s'est tournée vers la caméra et a dit « Vous voyez, j'ose utiliser mes produits sur la peau délicate de ma fille parce que je sais qu'ils sont absolument sans danger. » Le problème est que les images d'une jeune fille se faisant maquiller sont ennuyeuses par rapport aux images choquantes d'une célèbre mannequin à la peau brûlée. Toutes les marques lui ont tourné le dos et elle est passée du jour au lendemain du statut d'entrepreneur à grand succès à celui d'une personne blacklistée. Une enquête a par la suite prouvé que les lésions cutanées du mannequin étaient dues à de dangereuses fausses injections de Botox et non aux produits de ma mère. Mais c'était un peu trop tard, car ma mère avait déjà perdu tous ses contrats et partenariats, et l'argent dépensé dans des procès coûteux a mis ma famille en faillite. Après ça, ma mère a laissé l'industrie de la beauté derrière elle. Mais cet après-midi-là a changé ma vie. J'ai toujours eu le sentiment d'avoir de l'estime pour moi-même, car j'ai grandi dans un environnement plein de beauté célèbre. Mais ce jour-là, après avoir été maquillée par ma mère, je me suis sentie si jolie. Je me suis regardée dans le miroir et je me suis retrouvée comme toutes les filles de rêve que j'avais vues dans mon enfance. Ma nouvelle belle apparence m'a rendue plus confiante. Depuis lors, j'ai commencé à me maquiller. Et cette obsession ne s'est pas arrêtée jusqu'à ce que je grandisse. À l'âge de 14 ans, on ne me verrait pas quitter la maison sans avoir mis un maquillage complet. Cela m'a donné cette confiance supplémentaire et m'a permis de me sentir prête à affronter la journée. Quand je me maquillais, le fait que mes parents soient pauvres n'avait pas d'importance. Je me sentais belle et je pouvais supporter le monde. Aujourd'hui, à 25 ans, j'adore toujours le maquillage. Je me suis avouée accro au maquillage. Mais mon petit ami Chris n'a jamais vu mon visage nu. Quand je passais la nuit chez lui, je me couchais avec le visage tout maquillé. Puis j'attendais qu'il s'endorme pour pouvoir me faufiler dans la salle de bain, l'enlever et m'hydrater. Puis je me suis réveillée 2 heures avant lui pour pouvoir me maquiller. Et j'avais l'air de me réveiller complètement glamour. Oui, sauver les apparences était un travail difficile. Mais quand il m'a regardée comme si j'étais la plus belle fille du monde, eh bien, ça en valait la peine. Seulement une fois, Christophe s'est réveillé tôt et m'a surprise en train de me maquiller. J'ai complètement paniqué et je me suis immédiatement couvert le visage avec mes mains et j'ai crié « Non, ne me regarde pas, je suis hideuse !» Il a ri et m'a dit « Ne sois pas bête, un peu de maquillage ne change rien au fait que je t'aime et que je pense que tu es la plus belle fille qui existe. » C'était gentil et tout, mais je lui ai quand même crié dessus jusqu'à ce qu'il quitte la pièce pour que je puisse finir mon maquillage. Ces mots m'ont fait réfléchir. M'a-t-il vraiment aimé? Nous étions ensemble depuis 2 ans, mais il ne m'avait jamais vue avec un visage frais. Alors, comment pouvait-il savoir s'il m'aimait si je ne le portais pas? Je ne pouvais pas m'empêcher d'y penser. J'avais besoin de savoir s'il m'aimait vraiment pour moi ou pas. Alors j'ai enlevé tout mon maquillage. Oui, même mon gloss transparent. Puis j'ai attaché mes cheveux et mis des vêtements décontractés et une paire de baskets. Je me tenais juste derrière lui dans son café préféré. J'hésitais à m'asseoir à la table où il était assis. Et j'étais confuse quant à la façon de parler. C'est alors qu'il m'a regardé tout en faisant défiler son téléphone et m'a dit « Oui, vous pouvez prendre ce siège, car je vais bientôt partir. » Il ne m'a pas reconnue. Intéressant. Je me suis assise devant lui en faisant semblant d'être une fille timide et mignonne. Et j'ai doucement entamé une conversation. J'ai essayé de varier le ton de ma voix pour demander ce que je devais commander. Et ça a marché. Il a complètement pensé que je n'étais qu'une fille quelconque. Après avoir discuté pendant une éternité, je lui ai dit « Je vois que tu n'as pas vraiment besoin de partir bientôt, hein ?» Il m'a souri et m'a complimenté sur mon côté mignon. Je me suis sentie beaucoup plus sûre de moi. Alors, je voulais prendre le courage de lui dire que j'étais sa petite amie. Mais soudain, il a souri et m'a dit « Si tu n'as pas de petite amie, je me demande si j'ai une chance de te connaître. » Quoi? Il était toujours en relation avec moi? C'est incroyable! Un autre plan m'est venu à l'esprit. Alors j'ai essayé de rester calme et j'ai répondu timidement « J'aimerais bien ça. » Après ça, j'ai commencé à vivre 2 vies différentes. Lorsque je me suis maquillée et que je suis devenue énergique et séduisante, Christophe m'a complimenté sur ma beauté et mon charme et m'a fièrement montré à ses amis. Mais quand je suis apparue avec un visage nu et que j'ai fait la timide, il a dit qu'il aimait le fait que j'étais douce et rustique et qu'il pensait que les filles qui se maquillaient toute la journée étaient tragiques. Tragiques? Comment ose-t-il? Il mentait en disant qu'il sortait avec ses amis pour pouvoir passer plus de temps avec moi sans maquillage. Puis il m'embrassait avec du maquillage et me disait qu'il aimait mon côté glamour et que j'étais la seule fille pour lui. Ouais, c'est vrai. Je n'arrivais pas à croire à quel point ce type était faux. Là, je pensais qu'il m'aimait. Mais maintenant, il me trompait avec moi.
Un playboy comme lui ne méritait aucune version de moi. Alors, il était temps de se venger. Alors, quand il a demandé à ma version non maquillée de partir pour un voyage, j'ai timidement accepté. Je savais qu'il voulait juste piéger une fille innocente dans son lit. Mais je suis pas une fille ordinaire de toute façon. Alors qu'il se détendait dans la piscine, j'ai timidement dit que je prendrais une douche et que je l'attendrais à l'intérieur. Et je jure que j'ai vu ses yeux briller comme une pie. J'ai couru dans la salle de bain pour mettre la douche en marche. Puis j'ai laissé mes vêtements éparpillés sur le sol. Et je me suis faufilée dans la chambre voisine que j'avais réservée pour la nuit. Là, je me suis transformée en moi maquillée. Puis je suis revenue en sonnant à la porte. Évidemment, il a dû se dépêcher de sortir de la piscine pour ouvrir la porte. Et quand il m'a vue, il est devenu si pâle. Je suis entrée dans la chambre, j'ai traversé calmement la luxueuse pièce et j'ai ramassé toutes les traces d'adultère que j'avais auparavant éparpillées sur le sol. La robe d'été, le bikini et même de la lingerie. Puis, je les lui ai toutes jetées. Il était incapable de dire un mot et a paniqué quand j'ai continué à marcher tout droit vers les toilettes, où il y avait le bruit de la douche qui versait de l'eau, en disant calmement « La personne que je dois frapper est à l'intérieur, n'est-ce pas ?» Il a paniqué et s'est précipité entre moi et la porte. « Ça ne vaut pas la peine que tu agisses, chérie. Elle n'est rien, tu sais que tu es ma seule. » J'ai demandé « Elle est belle ?»« Non, elle est ennuyeuse et démodée. Pas comme toi. » Je l'ai repoussé et j'ai ouvert la porte pour entrer. Il s'est mis à paniquer juste derrière moi et s'est figé alors que sa maîtresse était introuvable dans la vapeur de la douche chaude. Il a probablement pensé qu'elle s'était échappée d'une manière ou d'une autre et lui a au moins sauvé la vie. Je suis tout de même entrée et je me suis déshabillée et je me suis mise un peignoir devant lui. Puis je me suis dirigée vers le miroir et j'ai commencé à me démaquiller. Il était toujours aussi audacieux et effronté. J'étais complètement bernée. Y a pas de fille. C'est mon plan pour t'amener ici. Profitons de la nuit, bébé. Il a vraiment un talent pour le mensonge. Je viens d'enlever en silence tout le maquillage de mon visage. Je t'ai jamais vu te démaquiller. Ce soir sera vraiment génial, dit-il, en s'approchant pour me serrer dans ses bras par derrière. J'ai fini par attacher mes cheveux et essuyer la vapeur sur le miroir avec ma main. Et j'ai dit « Alors, avec qui tu veux dormir ce soir ?» Il a regardé dans le miroir pour voir un autre moi et a crié d'horreur, s'enfuyant comme s'il avait vu un fantôme. Cette nuit-là, je suis restée avec jubilation dans cette chambre d'hôtel de luxe. Et j'ai apprécié le premier jour de ma vie de célibataire. Le maquillage est ma passion et mon passe-temps, et je ne le changerai pour personne. Surtout pas pour ce genre de gars. Mais je réalise maintenant que je mérite de trouver un mec qui m'aime inconditionnellement. Que je sois la version glamour et maquillée de moi, ou simplement la version timide et libre de mon maquillage. Salut, je m'appelle Olive, et à seulement 23 ans, j'ai décidé d'en finir avec l'amour. Pourquoi, vous demandez-vous ? Eh bien, parce que tous les mecs sont des abrutis, des menteurs et des escrocs. Ils sont comme des pies. Ils cherchent toujours quelque chose de neuf et scintillant. Alors, votre copain n'est pas comme ça ? Ouais, peu importe. J'ai déjà entendu tout ça. J'y croyais moi aussi avant. Croyez-moi. Mais même si c'est énervant d'entendre que tous les mecs sont les mêmes, je vais vous dire pourquoi. Tout a commencé au lycée, quand j'avais un gros coup de cœur pour ce mec, Xavier. Il était si parfait, beau et talentueux. On s'est rapprochés grâce à notre amour pour la musique et on était à la chorale du lycée ensemble. Chaque musicien a une muse, n'est-ce pas ? Je pensais que j'étais la seule muse de Xavier et que personne ne pourrait me remplacer. À mes yeux, il ne pouvait rien faire de mal. Être avec lui me donnait des papillons dans le ventre et j'avais hâte d'aller à la fac avec lui et qu'on partage notre vie. Mais ensuite, je l'ai vu dans la salle de musique, en train d'embrasser une autre fille. Je me sentais brisée et suis partie en courant. Je ne comprenais pas pourquoi un mec qui était censé se soucier de moi pouvait me faire aussi mal. Je suis devenue une version zombie de moi-même. Je ne mangeais quasiment plus, et je ne voulais plus retourner en cours car je voulais pas le voir avec elle. Au final, ma mère s'inquiétait tellement pour moi qu'elle a accepté que je change d'établissement. Le problème, c'était que même si c'était un nouvel établissement, c'était toujours rempli d'abrutis. J'ai commencé à sortir avec ce mec, Justin. Puis ensuite, il a rompu avec moi pour ma copine Rose. Il fallait que je supporte d'être assise seule à la cantine, en les voyant se donner des cuillères de yaourt. Burk. Je pensais qu'aller à la fac changerait ma malchance avec les mecs, et qu'ils seraient plus matures dans les relations. Mais non, il se trouve que mon premier copain de fac, Thomas, jouait un double jeu avec moi depuis le début. J'attirais vraiment les mauvais garçons. Alors j'ai décidé de m'en servir à mon avantage. En fait, leur comportement odieux est tellement prévisible que j'ai réussi à bâtir ma carrière avec eux. Donc, après avoir eu mon diplôme d'université dans l'administration du commerce, j'ai convaincu ma famille de me prêter de l'argent pour monter mon entreprise Piège amoureux.
Est-ce que vous voulez savoir si votre copain est fidèle ou pas? Eh bien, mon entreprise peut vous aider avec ça. Embauchez-moi et je vais vous dire si vous perdez votre temps avec ce charmant mec. Ou si c'est une perle rare. Ce n'est pas un service d'enquête, ni une entreprise du genre piège à miel. Non. Au lieu de ça, j'aide mes clientes à savoir si leur partenaire est fidèle ou pas, avant même qu'il ait une liaison avec quelqu'un. Pourquoi perdre votre temps avec un homme qui regarde ailleurs? C'est vraiment simple. Si votre partenaire aime les grandes brunes, alors j'enverrai une belle fille qui correspond à cette description là où il se trouvera. Évidemment, il y a plusieurs packs que vous pouvez choisir selon votre budget. Par exemple, le premier niveau offre une brève rencontre dans un lieu choisi, alors que le niveau 3, c'est la totale. Croyez-moi, peu de mecs peuvent résister à une femme super sexy. Si votre copain a réussi notre challenge, félicitations. Mais si ce n'est pas le cas, alors on aura des photos, des vidéos et des messages pour vous le prouver. Bien sûr, l'anonymat de mes clientes est très important pour moi. Donc, si on pose des questions à mon équipe de filles, elles n'iront être employées et par qui. Et elles n'iraient jamais au-delà des limites ni ne s'autoriseraient d'avoir des sentiments naissants pour le mec. Aussi fou que ça puisse paraître, je m'en sortais vraiment bien avec ce boulot. Le commerce battait son plein, et même si ce n'était pas rigolo quand mes clientes fondaient en larmes, quand je leur tendais les photos de leur mec en train de flirter avec une de mes filles, mettre à nu un mec infidèle m'apportait satisfaction. Puis tout a changé quand Amélie est arrivée à mon bureau. Elle semblait une cliente normale au début. Elle aimait son copain, mais elle n'était pas sûre et certaine de pouvoir lui faire confiance. Un cas normal et ennuyeux. Du moins, je le pensais avant d'ouvrir le dossier avec les infos sur son copain. Et là, il y avait une photo de Xavier qui me fixait. Waouh, je ne m'attendais pas à ça. Mais j'ai gardé mon calme. J'ai gentiment souri à Amélie en lui disant « Je m'en occupe », comme si j'allais refuser et perdre une grosse somme d'argent juste parce que Xavier était mon ex. Amélie ne le savait pas et ce n'était pas nécessaire. J'enverrai une autre fille, le ferai prendre sur le vif et voilà. Amélie verrait quel abruti il est. Sauf que ce soir-là, je me suis servi un verre de vin et j'ai regardé dans son dossier. Mince, j'avais oublié à quel point il était mignon. Au bout du 3e verre, je me suis dit que personne ne connaissait Xavier aussi bien que moi. Donc, je devais servir d'appât pour le faire prendre. Le lendemain soir, j'ai mis ma robe préférée et je suis allée au bar où Amélie a dit qu'il serait. Il était là au bar en train de draguer la jolie serveuse. Certaines choses ne changent jamais. Puis il s'est retourné et m'a vu. Il avait l'air choqué et il a dit « Olive, c'est toi ?»« Oh, salut Xavier !» dis-je en souriant amèrement. « La dernière fois que je t'ai vu, tu n'étais pas en train de t'amuser avec ta nouvelle muse en salle de musique ?» Il avait l'air perplexe et a dit qu'il ne comprenait pas de quoi je parlais. Donc je lui ai rafraîchi la mémoire. Je pensais qu'il aurait honte de s'être fait prendre en pleine infidélité. Mais ensuite il a répondu « Non, tu te trompes. On s'entraînait simplement pour le concert du lycée quand tout à coup elle a essayé de m'embrasser. J'imagine que tu n'es pas resté jusqu'au moment où je l'ai repoussée, en lui disant que j'avais déjà une copine. Il n'y a que toi qui compte, Olive. Tu es ma seule muse. » Je me suis soudainement sentie stupide de ne pas lui avoir directement demandé ce jour-là et à être partie sans rien dire. Si je n'avais pas agi comme ça, j'aurais eu ma vie de rêve avec lui, et je n'aurais jamais eu à affronter tous ces abrutis. En regardant dans ses yeux de rêve, j'ai réalisé que je l'aimais toujours, et je savais qu'il m'aimait aussi. Cette Amélie n'était pas faite pour lui. Alors quand il m'a demandé de retourner à l'hôtel avec lui, je n'ai pas hésité à dire oui. Après ça, on a commencé à sortir ensemble, et c'était bon de pouvoir à nouveau faire confiance à un mec. Il me gâtait toujours avec des escapades de week-end romantiques, et m'emmenait dans des restaurants onéreux. Mais ensuite, un soir, quand j'étais avec lui à l'hôtel et qu'il était sorti, son téléphone a sonné. Et j'ai vu un message d'Amélie apparaître. Alors, quand il est revenu, j'ai saisi l'occasion pour lui demander « C'est qui Amélie ?» Il m'a touché la main en me disant que c'était juste une idiote et qu'il se forçait à sortir avec elle pour que la société de son père l'embauche sur un gros poste. Il a promis qu'à la fin de son contrat, il ne lui parlerait plus. Je n'avais pas cru Xavier une seule fois avant. Et je n'allais pas recommencer. Il fallait que je l'aide dans ses affaires. Alors, quand Amélie est revenue à mon bureau, j'ai souri en disant « Félicitations, Xavier est un mec bien. »« C'est vrai, » dit-elle en levant un sourcil. Puis en jetant sur la table devant nous une pile de photos. Il y avait des photos de Xavier et moi au bar, au centre commercial, à notre dernière petite escapade, et dans l'entrée d'un hôtel. Quel choc! Il se trouve qu'Amélie n'était pas aussi naïve que je le pensais. Elle m'a crié dessus en disant « Est-ce que votre commerce a une règle autorisant d'aller dans des hôtels avec le copain d'une cliente pour le challenger? Préparez-vous à aller au tribunal, bande d'escrocs !» Elle est partie, je restais là à trembler de peur. J'allais perdre ma société, et tout était de ma faute. Mais au moins,
J'avais Xavier. L'amour de ma vie. Non. Je l'ai appelé en larmes et j'espérais qu'il me rassurerait. Au lieu de ça, il a crié. Tu as tout gâché, espèce de tocarde. Comment as-tu pu laisser Amélie être au courant de ta liaison gênante? Tu penses vraiment que je quitterai une fille bien comme Amélie pour quelqu'un d'horrible comme toi? Prépare-toi pour le tribunal, car mon témoignage te fera du tort. Maintenant, j'ai ruiné ma carrière et ma fierté en a pris un gros coup. Je suis épuisée et à bout, et mon dernier espoir en l'amour s'est évaporé pour toujours. Mais pire encore, je ne me fais pas confiance. Je déteste le fait que je sois tombée sous le charme de Xavier, non pas une fois, mais deux. Mais si je réussis à affronter ce procès sans tout perdre, alors je commencerai une autre affaire. Je ne veux pas être aigrie pour toujours, je veux faire quelque chose de ma vie. Quelque chose qui n'a rien à voir avec l'amour, la rupture ou ce genre de choses. Car mon cœur est inaccessible à partir de maintenant. Salut les amis, c'est Sam, votre célibataire préféré. Après que ma copine depuis plus de 9 ans, Jeannette, m'a trompé, j'ai décidé d'abandonner les filles pour essayer de fréquenter un mec. Au bout de quelques rencarts avec ce grunt, je me suis rendu compte que je n'étais pas gay. Confus, je suis allé errer au lac. C'est là que j'ai vu la fille du bubble tea pleurer toutes les larmes de son corps. On a fini par discuter, et en fait elle est plutôt géniale. Mais vu que je suis un abruti, j'ai oublié de lui demander son nom et son numéro. Ah! Je l'avais déjà croisée 2 fois, donc je devrais de nouveau bientôt tomber sur elle, non? Mais les semaines passèrent et je ne la voyais nulle part. J'ai même passé quelques après-midi dans la boutique de bubble tea en espérant la voir. Je ne l'ai pas vue, mais j'ai trouvé son sosie. Une pauvre fille qui s'est retrouvée terrifiée quand je lui ai foncé dessus en criant « Oui, je t'ai trouvé ! Oups !» Je n'arrêtais pas de penser à elle. C'était vraiment embêtant. Et puis, pour empirer le tout, ma mère m'a appelé en me demandant de venir de toute urgence. Il n'y a pas à discuter avec ma mère car elle a toujours raison, donc je suis directement allé la rejoindre. Dès que j'ai passé la porte, elle secouait son téléphone sous mon nez. Il y avait la photo de Grant et moi en train de se tenir la main. On aurait dit que James avait mis sa menace à exécution, cet enfoiré. Il sera rayé de ma liste de cartes de Noël à envoyer. Ma mère m'a demandé d'un air sévère « Qui est ce jeune homme? Est-ce que tu as une liaison avec lui ?» Et la pauvre Jeannette alors? Oh oui, j'ai peut-être oublié de leur dire que je n'étais plus avec Jeannette. Je leur ai dit de se prendre un bon remontant et de s'asseoir. Puis je leur ai dit que Jeannette m'avait trompé, qu'on avait rompu, et que j'étais confus et seul et que j'avais pensé que j'étais peut-être gay, mais que j'avais fini par comprendre que non. Mes parents ne semblaient pas convaincus par mon histoire. Ils n'ont rien contre la communauté LGBT, mais ils possèdent une entreprise pharmaceutique dont j'hériterai dans quelques années, et c'est important pour eux que la famille ait un héritier. Ah, est-ce qu'ils pouvaient arrêter de réfléchir pendant un instant? Puis ma mère m'a lancé un regard noir en disant « Sam, ton père et moi insistons pour que tu arrêtes de voir cet homme, et tu t'en tiendras au rencard que nous te proposerons. Je connais une famille qui a une fille adorable de ton âge. Je les inviterai à dîner demain soir. Habille-toi bien. » Je n'avais pas d'autre choix que d'accepter. J'ai donc enfilé ce costume italien chic et oh là là, ça devrait être un crime d'être aussi canon que moi. Même moi, je me trouvais irrésistible. Ah. La famille arriva et je m'apprêtais à voir cette fille pour la première fois. Et quoi? Je la connaissais et je fus choqué en voyant que c'était la fille du bubble tea. Ses parents l'ont présentée. Elle s'appelait Julia. Julia, quel joli prénom. Je ne pouvais cacher ma joie. Je souriais tout le temps, sans pouvoir m'arrêter, même si je devais avoir l'air un peu inquiétant. Les planètes s'étaient alignées, la fille de mes rêves était assise en face de moi. Et waouh, je ne pouvais m'empêcher de la regarder. Sa manière de manger, de boire et d'éternuer, tout était si adorable. Et oh mon Dieu, j'étais vraiment en train de tomber amoureux. Après manger, ma mère a proposé que je fasse visiter le jardin à Julia, car les roses étaient sublimes en cette saison. Dès qu'on fut dehors, elle s'est retournée vers moi en disant « Ok, écoute, tu es le 10e mec que mes parents me font rencontrer depuis 2 semaines. J'en ai marre. Je n'ai pas envie d'être en couple de toute façon. Donc on pourrait éviter de perdre notre temps et mettre un terme à ça tout de suite. » Et waouh, je ne m'attendais pas à ça. Elle ne m'aimait pas? Enfin, ah bon? Le prince charmant en costume, nom de Dieu! Cette fille devrait vraiment voir un opticien. Elle a dit « Je m'en vais ». Et elle est rentrée à l'intérieur quand j'ai eu une idée de génie. « Attends, j'ai une idée. Et si on se fiançait ?» Elle se tourna vers moi d'un air choqué. « Bon, je vais commencer donc autant continuer. Tes parents te tapent sur les nerfs et les miens aussi. Alors on peut faire semblant d'être fiancés pour qu'ils n'aient plus à intervenir dans notre vie amoureuse. On serait tous les deux gagnants. » Julia semblait confuse et absolument pas convaincue. Donc j'ai ajouté « Tu pourras toujours fréquenter d'autres personnes, aucune attache. C'est juste qu'on aurait sûrement à vivre ensemble pour éviter tout soupçon. Mais ce n'est pas bien grave, mon appartement est assez grand. Alors, tu en penses quoi ?» Je voyais que Julia réfléchissait.
mais elle semblait avoir besoin d'un élan. C'est alors que j'ai dit « Et aussi, pour ta gouverne, je suis gay. Donc tu n'as pas à t'inquiéter, car tu n'es pas mon genre. Ce serait comme avoir un colocataire, et même un coloc très sexy. Oh super, comment allais-je la séduire si elle pensait que j'étais gay? Bien joué, Sam. » Mais à ma surprise, elle a accepté. Oh mon Dieu, je ne pensais pas que ça marcherait. J'étais si heureux, mais il fallait que je me calme, et que je garde mon sang-froid. Donc on s'est serré la main pour sceller l'accord. Le lendemain, on s'est retrouvés dans un café pour parler des conditions, et on a établi quelques règles importantes. 1. Ne parler de cet accord à personne. 2. Pas d'excuses. On se rend ensemble aux événements importants. 3. On peut fréquenter d'autres personnes, mais on n'en parle pas à nos familles et à nos amis. 4. Personne ne doit dormir chez nous, car il n'y a pas assez de place et ce serait vraiment gênant. 5. Le mercredi soir, c'est soirée tacos. C'est non négociable. On a tous les deux signé le contrat. Waouh, je n'arrivais pas à croire que ça arrivait vraiment. J'allais entrer dans une fausse relation avec la fille de mes rêves. Enfin, qu'est-ce qui pourrait mal se passer? On a fait semblant de se fréquenter pour un mois, puis on a invité nos familles dans un restaurant chic pour leur annoncer qu'on s'était fiancés. On leur a montré la bague d'occasion qu'on avait payée à part égale et tout, et ma mère était si heureuse. Elle ne s'arrêtait pas d'enlacer tout le monde. Ensuite, on a emménagé ensemble, et mon objectif de conquérir le cœur de ma fiancée était officiellement lancé. Durant notre première nuit dans notre nouvelle maison, j'ai sorti un oreiller supplémentaire pour Julia, et j'ai mis une couette plus grande pour qu'on puisse la partager. Julia me voyait faire le lit, donc elle a demandé « Oh, qu'est-ce que tu fais? Tu ne penses quand même pas qu'on va dormir dans le même lit, si ?» Je lui ai dit que « Si, où dormir sinon ?» Elle a rigolé en disant qu'elle prenait le lit et que je pouvais dormir sur le canapé. Oh mince, c'était une bonne occasion de se rapprocher d'elle. Donc je lui ai dit que j'avais des problèmes de dos et que j'avais besoin de dormir dans un lit. Je lui ai rappelé que j'étais gay et qu'il n'y avait pas d'inquiétude à avoir. Mais elle continua de refuser, donc elle a dormi sur le canapé. Oh, elle était si têtue. Comment pourrais-je dormir sachant que ma fiancée était sur le canapé? Donc je suis allé la voir pour voir si elle était encore réveillée. Non, elle dormait profondément, et même avec la bouche ouverte, elle était super mignonne. Je m'assis au sol, près d'elle, et sans m'en rendre compte, je me suis endormi. J'avais fait ce rêve génial où Julia et moi on se courait après sur la plage, et elle me taquinait en m'éclaboussant le visage. Soudainement, je me suis réveillé en sentant un liquide sur mon visage. J'ai ouvert les yeux, et c'était Julia. Elle bavait sur moi. Ah! J'ai couru dans la chambre avant qu'elle se réveille, et qu'elle me voie couvert de sa bave, car ça aurait été un peu bizarre, non? Le lendemain matin, j'ai préparé à Julia ma spécialité pour le petit déjeuner. Des œufs brouillés, du bacon et des saucisses. Je faisais des vrais efforts de présentation, donc mes plats avaient toujours l'air de sortir d'un restaurant étoilé Michelin. Gordon Ramsay ne connaissait pas mes talents de cuisinier. Après le petit déjeuner, elle est sortie, donc j'ai décidé de faire quelques changements. J'ai fait emmener le canapé, puis j'ai décidé de lui cuisiner un bon repas. Elle est rentrée et semblait confuse quand elle a vu la table dressée avec un vase de fleurs et des bougies. « On fait quoi ?» demanda-t-elle. « Rien de spécial, je cuisine toujours comme ça, dis-je en haussant les épaules. Et où est le canapé ?» dit-elle en fronçant les sourcils. « Oh, cette vieillerie, il a cassé, il y avait des ressorts partout, c'était vraiment dangereux. Donc j'ai dû le faire emmener. Tu dormiras avec moi le temps qu'on en prenne un nouveau. » Je savais qu'elle ne pouvait pas refuser maintenant, car il n'y avait pas d'autre endroit où dormir. Mais non, elle refusait. Oh, elle devait se dire que je n'étais pas gay. Je le savais. Ok, j'avais encore un plan B. Il était temps de sortir mes mecs. Je sortis une pile de magazines du placard en disant « Ok, laisse-moi alors te trouver une couette où tu pourras dormir. » Elle regardait le magazine avec des yeux écarquillés. Oui, c'était que des magazines People avec en couverture l'homme le plus sexy du monde. Chris Hemsworth, Bradley Cooper et d'autres mecs canons. Elle allait en prendre un, mais je l'ai regardé d'un air sévère en disant « Hé, fais attention s'il te plaît, je tiens beaucoup à ces magazines. » Elle resta silencieuse un moment, puis a dit qu'on pouvait dormir dans le même lit. Oh mon Dieu, victoire! Je savais que c'était une bonne idée d'emprunter ces magazines à mon ami. Julia a pris des oreillers en plus pour les mettre au milieu du lit en disant « Ne dépasse surtout pas cette ligne. » Je souris en acquiesçant. Le lendemain matin, je me suis réveillé et fus choqué. Julia m'enlaçait dans son sommeil. Tous les oreillers qu'elle avait mis au milieu étaient par terre. On dirait qu'elle ne pouvait pas me résister. Enfin, comment lui en vouloir, je suis un beau mec. Je restais allongé là à savourer ce bon moment. Mais soudainement, elle s'est réveillée et me poussa hors du lit. Aïe, mais ça valait le coup de se faire mal, non? Et ça ne s'est pas arrêté là. Vivre avec Julia en faisant semblant d'être gay n'était pas un choix de tout repos. Je dois lui avouer, mais est-ce que cela finira par porter ses fruits? Restez à l'écoute pour le découvrir. J'ai enlevé mes talons et jeté mon sac à main sur la table. Purée, je suis crevée. Est-ce que je devrais démissionner? Ai-je pensé à voix haute. J'espérais que mes amis étaient là. J'avais vraiment besoin d'évacuer. J'allais me coucher sur le canapé lorsque tout à coup, j'ai aperçu une ombre se diriger vers la salle de bain. Je l'ai examinée de plus près
il y avait un homme dans ma salle de bain. Est-ce qu'on nous cambriolait? Paniquée, j'ai attrapé un de mes talons et je me suis élancée pour le frapper. « Voleur! Voleur! Hélène! Iris! Un voleur !» ai-je hurlé tout en continuant à le rouer de coups. Il s'est protégé la tête en disant « Tu fais erreur. Je ne suis pas… » Mes deux amies sont accourues. Mais au lieu de m'aider à m'occuper de l'intrus, elles m'ont éloignée de lui. « Maya, arrête !» s'est écriée Hélène, à la hâte. « Il est avec nous !» Oups, j'ai posé mon talon et je l'ai regardé d'un air penaud. « Ah bon? Merci de m'avoir prévenu. » Hélène a ensuite demandé au mec s'il allait bien. Il n'a rien répondu. Au lieu de cela, il m'a juste lancé un regard noir avant de quitter la pièce. Puis Hélène et Iris m'ont poussé jusqu'à la table de la cuisine pour avoir une discussion. Apparemment, elles avaient décidé de chercher un nouveau colocataire. Et ce William était l'heureux élu. Bon sang, ça aurait été sympa de me demander d'abord mon avis. Je veux dire, je vis ici, quoi. J'ai froncé les sourcils avant de leur dire qu'elles étaient nazes et que je ne voulais pas vivre avec un type choisi au hasard. « Maya, on ne t'a rien dit parce qu'on savait que tu allais réagir comme ça », a soupiré Hélène. Mais avec la hausse du loyer, on n'a pas eu d'autre choix que de prendre un 4e colocataire. En plus, tu dois admettre que William est plutôt pas mal, a ajouté Iris d'une voix rêveuse. « Je m'en fous », ai-je répliqué en croisant les bras. « Et non, je ne trouve pas qu'il soit mignon. » Hélène a dit en riant. « C'est sûr, parce qu'il est maintenant couvert d'empreintes de talons sur la tête. » J'ai levé les yeux au ciel, attrapé mon sac à main et me suis dirigée vers ma chambre. Je ne voulais pas vivre avec un idiot de mec, mais grâce à mes amis totalement insensés, je n'avais guère le choix. Le lendemain était un samedi. Dieu merci. J'ai dormi jusqu'à midi. Puis je suis descendue d'un pas tranquille pour manger le reste de ma pizza. Hein? Où était-elle? Je savais qu'Iris et Hélène étaient trop obsédées par les calories pour y toucher. Cela ne pouvait être que William. Il regardait la télé dans le salon, donc je me suis pointée devant lui et lui ai demandé « C'est toi qui as mangé ma pizza? Comment as-tu osé ?» Il m'a répondu sans lever les yeux de son émission « Ouais, je l'ai jetée à la poubelle. » Il a fait quoi? Tu l'as laissée dans le frigo à s'abîmer au risque de gâter tout le reste. S'il te plaît, ne refais jamais ça. Hein? Et ses excuses? Il a jeté mon repas et il ose me défier? Quelle plaie! J'allais lui dire 2 mots quand il m'a tendu quelque chose. J'ai établi une liste des règles de colocation. J'ai regardé les 3 premières règles. 1. Laver la vaisselle sale après utilisation, puis nettoyer l'évier. 2. Écrire ses initiales sur sa nourriture et ses boissons et ne pas voler. 3. 10 minutes maximum sous la douche, puis nettoyer la salle de bain avant de sortir. Quoi? C'était vraiment un mec? Quelle personne saine d'esprit avait le temps et la patience d'écrire ses initiales sur toutes ses affaires? J'ai répondu d'un ton frustré. Pas question que je fasse ça. Il a dit en m'interrompant. On est 4 à vivre ici. Alors, faisons un vote. J'ai souri d'un air satisfait. Je savais que Hélène et Iris n'accepteraient jamais ces stupides règles. Elles aimaient encore plus que moi ce style de vie désordonné. Et Iris passait pas moins d'1 heure sous la douche. Alors, on s'est tous rassemblés dans le salon. Et William a distribué ses règles. À ma grande surprise, Iris a seulement relevé ses cheveux avant de dire « Ok, William !» Et Hélène a répondu en battant des cils. « Bien sûr, ces règles ont l'air top. » Bon sang, qu'est-ce qui n'allait pas chez elle? Il n'était même pas si mignon. Malheureusement, le vote de mes amies éperdument amoureuses signifiait que j'étais en infériorité numérique. Je n'avais pas d'autre choix que de m'incliner devant les règles ridicules de William. La rotation pour sortir les poubelles était déroutante. Quel était le problème de les laisser déborder? J'ai raté mon tour, alors William a collé un post-it sur ma porte disant « Sortir les poubelles à 18h le mardi et le jeudi à 19h les autres jours. Ce n'est pas difficile. Signé W. » Sérieux? Qui écrivait encore des post-it de nos jours et à notre âge? C'était vraiment un loser. Ensuite, j'avais cette boîte où je stockais des objets aléatoires. Vous savez, des barrettes, épingles, tickets souvenirs, écharpes et tout ça, que je gardais dans le salon. Peu importe où je la mettais, William secouait la tête et articulait un « non ». Ouais, vous avez deviné. Il a collé un autre post-it sur ma porte qui disait « Pas d'affaires personnelles dans les espaces en commun ». Signé
W. Pour finir, j'ai rangé la boîte dans mon placard pour qu'elle ne traîne pas. Habiter avec William était un vrai cauchemar. Surtout quand j'ai enfin quitté mon job dans ce cabinet d'avocat naze, ce qui signifiait que je passais la plupart de mon temps à la maison avec lui. Ce mec était vraiment trop maniaque. Si on osait mettre quelque chose au mauvais endroit, il nous fusillait du regard en disant « Ça n'a rien à faire là. Pourquoi je ne peux pas poser la télécommande sur la coudoir du canapé si je veux? Moi aussi je paye le loyer. Je ne veux pas vivre dans une maison témoin. » Une fois, j'étais tranquille dans ma chambre quand je me suis retournée pour voir William à la porte. Il a regardé le bordel de ma chambre, secoué la tête et ramassé mon soutien-gorge qui traînait par terre. Je l'ai tout de suite arraché de sa main et l'ai caché. Quelle honte! Hé! Pourquoi c'est autant le bazar dans ta chambre? Il a grogné avant de sortir. Pfff, range-la tout de suite. Comment osait-il venir me donner des ordres dans ma propre chambre? J'ai marché d'un pas lourd jusqu'au salon pour lui dire ces quatre vérités. Mais avant d'avoir pu dire quoi que ce soit, j'ai été effarée en voyant Hélène et Iris au milieu d'une frénésie de nettoyage. Iris souriait à William en disant « Sabrine, hein ?» Et Hélène lui demandait « As-tu besoin que je déplace quelque chose ?» Purée, c'était comme si elles étaient ensorcelées. William m'a dit en levant les yeux vers moi « Maya, tes amis ont compris l'importance de maintenir la propreté au sein de notre cadre de vie. Alors, pourquoi pas toi ?» Très bien. Si William voulait que je change, je le ferais, mais pas de la façon qu'il espérait. Il était temps que je devienne bordélique à un tout autre niveau. J'ai commencé par changer les choses de place. Puis, j'ai effacé ses initiales pour écrire les miennes sur sa canette de soda. Puis, je me suis installée sur le canapé pour regarder un film tout l'après-midi, les pieds sur la banquette évidemment. Ah oui, j'ai aussi fait tomber du popcorn un peu partout. Et je n'ai pas pu m'empêcher de rigoler quand j'ai entendu les grognements mécontents de William provenant de la cuisine. Puis j'ai entendu la porte du placard se fermer et il est apparu devant moi. « Maya, c'est à moi », s'est-il écrié en ramassant la canette de soda pour examiner les initiales. « Et il faut mettre un dessous de verre sur la table. Oh, j'en peux plus », a-t-il dit en poussant mes jambes. « Je vais nettoyer derrière toi, mais ce n'est pas gratuit. »« Pas de souci, William, si c'est ce que tu veux. » J'ai souri avant d'envoyer en l'air un popcorn qui a raté ma bouche et a atterri sur le canapé. Il a grommelé dans sa barbe tout en le ramassant et en se dirigeant vers la poubelle. Ah, ça promettait d'être drôle, surtout étant donné que je n'avais pas la moindre intention de lui faciliter la tâche. J'ai laissé un tas d'emballages bonbons dans toute la maison, fait tomber des miettes sur le canapé et fait exprès de garder mes chaussures pour mettre de la boue partout. C'était si amusant de le regarder se démener pour tout nettoyer derrière moi. Un jour où je savais qu'il avait une réunion de travail en ligne, j'ai fait irruption dans sa chambre et déposé une brassée de linge sale par terre avant de m'enfuir. Il était furieux, mais il ne pouvait pas faire le moindre geste parce que son patron parlait. Puis, j'ai reçu un coup de téléphone. Bizarre, ça venait d'un type du cabinet d'avocat où je travaillais. Il semblerait qu'il soit en sous-effectif et il me demandait de revenir travailler jusqu'à ce qu'il trouve quelqu'un d'autre. Mais vous savez quoi? Ce job me rendait si malade que j'ai décliné l'offre. Il s'est alors mis à me crier dessus. « Ne sois pas aussi prétentieuse. Tu devrais être heureuse qu'on t'offre un poste parce que tu n'as aucune chance de survivre un jour de plus dans ce monde. Tu es irresponsable, bordélique et feignante. Amuse-toi bien à ne trouver aucun emploi. » Puis il a raccroché, me laissant interloquée. Je me suis sentie si mal que des larmes ont commencé à couler de manière incontrôlable sur mon visage. « Je suis désolée pour tout à l'heure. Mais je suis vraiment pas d'humeur maintenant, Will. » ai-je murmuré en le voyant entrer dans ma chambre, probablement pour me sermonner à propos de la pile de linge sale. Au lieu de ça, il s'est assis près de moi, m'a tendu un mouchoir et m'a dit que même si j'étais la fille la plus bordélique du monde, je méritais mieux que ce job pourri et ce patron naze. Crois en toi. Je suis sûre qu'il y a autre chose qui t'attend. Peut-être que si tu trouves un emploi qui te passionne, qui sait, tu deviendras la fille la plus organisée et méticuleuse du monde. Il me taquinait pour égayer l'atmosphère. Ok, peut-être que William n'était pas aussi horrible. Après cet épisode, j'ai décidé d'essayer d'être un tout petit peu plus ordonnée. Mais pas trop quand même. Plus tard, il a collé un post-it sur ma porte pour m'informer qu'il ne me nettoierait pas derrière moi ce soir-là car il sortait. J'ai demandé aux filles où était William, car elles avaient l'air déçues, et elles m'ont répondu qu'il était sorti sur son 31 et avait mentionné quelque chose à propos d'un rendez-vous.
Pourquoi chanter un nœud à l'estomac à l'idée que William puisse sortir avec une autre fille? Je ne pouvais quand même pas l'aimer. Si? Non, comment pourrais-je aimer quelqu'un d'aussi bizarre? J'ai regardé un film pour oublier cette sensation étrange. Puis je suis allée me coucher. Mais impossible de m'endormir. Alors, je me suis levée à environ 1h du matin pour aller boire un verre d'eau. C'est à cette heure-ci qu'il est rentré. Je lui ai demandé comment s'était passé son rendez-vous. Et il avait l'air mal à l'aise. Il a balbutié un truc du genre que c'était juste une amie, puis s'est attardé sur place en attendant que je finisse pour laver mon verre et le ranger avant de se coucher. Ok, c'était super bizarre. Ces bizarreries ont continué toute la semaine. William continuait à laver derrière moi, mais il ne croisait plus mon regard, et dès que j'essayais de lui parler, il m'ignorait et se dépêchait de s'en aller. Un jour que j'étais dans ma chambre, j'ai entendu des pas devant ma porte. Je savais que c'était lui, et ses stupides notes. Alors, j'ai ouvert la porte, et je l'ai trouvé debout, tout penaud. Je lui ai crié « Pourquoi tu m'évites ?» Il a rougi et a regardé la note qu'il venait de coller sur ma porte. Et je l'ai lue rapidement. « Je suis désolée de t'éviter. La vérité est que tu es la fille la plus bordélique que j'ai rencontrée. Mais je n'arrête pas de penser à toi. » Signé W. Quoi? M'aimait-il aussi? Je l'ai tiré dans ma chambre pour en discuter. Mais il a secoué la tête en voyant le bordel environnant. Ça n'a rien à faire là, m'a-t-il fait remarquer en montrant mon manteau sur mon lit. Fais une pause, ai-je répliqué, en levant les yeux au ciel avant de l'attirer vers moi pour l'embrasser. Depuis, on est ensemble. Même si ça me fait mal de l'admettre. On dirait bien que cette fille bordélique ne peut pas vivre sans son maniaque de mec. Mais ne dit-on pas que les opposés s'attirent? Qui aurait pu prédire que ce lien tissé autour de post-it et de pizzas avariées allait finir par conduire à quelque chose de plus fort?